Et bonsoir à tous et bonsoir à toutes et bienvenue pour ce nouveau numéro de Entre l'encre et les mots en compagnie de toute la team EM. Bonsoir les filles. Bonsoir, Bonsoir à tous. Comment allez-vous en ce mercredi soir? très bien. Très bien. Eh bien écoutez, ravi de vous retrouver les chers amis donc pour ce nouveau live en compagnie de Romain Puertolas qui va venir nous présenter donc son roman aux éditions Albin Michel Comment j'ai retrouvé Xavier Dupont de Ligonnès, un livre bien entendu qu'on a l'impatience de découvrir dans cette émission. Sonia, tu nous as fait une chronique, qu'est-ce que tu peux nous en dire en quelques mots? On passe par toutes sortes de, pas de sentiments, mais on rigole, on se pose des questions et il y a des petites surprises. Voilà. Eh ben écoute, merci à toi. Nous t'écouterons dans quelques instants. Et puis bien sûr, nous aurons l'extrait donc de Marie Méran, la comédienne de l'émission, qui a fait un petit mix de ce premier chapitre, parce qu'effectivement, sinon, ça allait durer quelques heures. Mais en tout cas, voilà, elle a fait un super mix. J'ai hâte de vous le faire écouter, puisqu'en plus, elle a mis des bruitages. Donc j'y pense. Mettez un casque si vous avez l'occasion, puisque vous verrez qu'au niveau des bruitages, c'est quand même assez sympa et on est bien dans l'ambiance du livre dès les premières pages. Nous aurons bien évidemment le portrait de Séraphine, notre psychochroniqueuse, comme on disait en off. Qu'est-ce que tu peux nous dire, Séraphine, sur Romain? Romain, c'est un homme orchestre. Il a fait il a eu plein de métiers différents. Il a plein, enfin, il est inclassable dans le style. Il est voilà, c'est un ovni. J'ai hâte de papoter avec lui et d'en savoir un peu plus. Eh ben écoutez, c'est ce qu'on vous propose de faire tout de suite. On rappelle que vous pouvez retrouver cette émission en direct ou en rediffusion en flashant ce QR code tous les mercredis et tous les vendredis à 19h30 sur YouTube et Facebook. Mais je vous propose tout de suite de recevoir Romain Puertolas, pardon. Ah bah je l'ai fait. Voilà, c'est fait. Bonsoir Bonsoir, Romain. Bonsoir Romain, merci à bienvenue toi. chez Xavier Dupont-Ligonnès. Non, mais c'est à force d'en parler en off, bien évidemment, il fallait que ça sorte. En tout cas, mais merci à toi d'être avec nous ce soir. On l'a dit pour parler donc de ce livre. Comment j'ai retrouvé Xavier Dupont de Ligonnès aux éditions Albin Michel. C'est un réel plaisir de te recevoir ce soir. Donc tu l'as vu avec la Merci. chronique de Sonia, avec l'extrait de Marie et Séraphine tout à l'heure. Je tiens à remercier toutes les personnes qui sont déjà présentes. Le but du jeu, c'est que les personnes vont nous poser des questions en commentaire. Le but du jeu, c'est d'y répondre. Mais est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui est Romain Puertolas pour ceux qui ne te connaissent pas? Alors, eh bien, je m'appelle Romain Pertelas, j'ai 49 ans, j'aurai 50 ans le 21 décembre, le jour de l'hiver, là, bientôt. Enfin, bientôt, il reste encore un peu de temps. Je suis né à Montpellier, j'ai déménagé plus de 39 fois dans ma vie, donc c'est toujours difficile de dire pour moi. Quand les gens me demandent d'où je viens, c'est très compliqué pour moi. Donc voilà, j'ai beaucoup déménagé, j'ai vécu dans plusieurs pays différents. J'ai exercé de nombreux métiers parce qu'en fait, je suis une personne qui est passionnée, qui se passionne. Et donc, au bout de 2 ans, je changeais de vie, de métier, je repassais des concours d'État, je repassais des diplômes, je refaisais des études. Enfin, voilà, je suis quelqu'un de très aventurier, très explorateur. Et puis, mes deux grandes passions sont la lecture et l'écriture. Que j'ai depuis très très jeune, depuis l'âge de, je sais pas, 6 ans, 7 ans. Je lis et j'écris et c'est quelque chose qui m'a toujours accompagné. Et voilà, ça fait maintenant 10 ans que j'en ai fait une profession et que je me consacre uniquement à l'écriture de mes romans. Voilà. À part les adaptations cinématographiques, à part on peut me voir dans des jeux télévisés comme Les Traîtres ou des choses comme ça. Voilà, ça c'est des projets qui sont à côté, mais sinon vraiment le principal c'est l'écriture. Écoute, en tout cas, merci pour cette présentation. Donc, on a vu, Romain est multicasquette. Tu as plusieurs cordes à ton arc, comme on dit. On va en parler. Mais il y a une première question, effectivement, de Dominique. D'où vient ce besoin de changer de lieu? Parce que tu le dis, 39 déménagements en ton temps, c'est énorme. Ouais. Ma mère était militaire, donc déjà elle était obligée de muter, c'est-à-dire de changer de ville. Et en fait, je suis quelqu'un qui a mes racines, j'ai mes racines dans moi. J'ai des amis, mais très vite j'ai appris à me faire des amis dans chaque endroit où j'allais. Donc en fait, j'ai des amis un peu partout. Mais c'est surtout que voilà, je suis un peu comme Léon, pour ceux qui ont vu Léon, vous savez, avec Jean Reno qui transporte son petit pot de fleurs avec lui parce qu'il a ses racines toujours avec lui. Moi, c'est un petit peu pareil. Et j'ai cette nécessité de changer parce que je m'ennuie très rapidement.
Je suis quelqu'un qui a besoin de découvrir, d'apprendre. Je suis très curieux et j'adore m'intégrer, j'adore apprendre des langues et m'intégrer dans une société avec une culture différente de la mienne. Et parce que c'est un jeu intellectuel, c'est quelque chose qui me fait toujours apprendre, qui est très enrichissant pour moi. Et puis c'est une vie un peu à la James Bond. Mon père a été chef des services secrets de Marseille, justement, là où vous êtes. Et donc j'ai vécu très tôt dans une ambiance très aventurière, le secret, voilà, les espions. Et il me fallait apprendre à faire de tout et à exercer plusieurs métiers pour être capable de tout faire pour survivre. Ouais, c'est une vision assez survivaliste de la vie. Mais voilà, c'est ma vie, ouais, très aventurier, très curieux, et donc c'est pour ça que j'ai beaucoup déménagé et j'ai beaucoup changé. D'accord. Bon, tu l'as dit, c'est vrai, tout à l'heure, tu as été policier, donc comme tu le dis, ce monde d'enquête t'as toujours plu. Et d'ailleurs, on l'a vu hein, dans ton livre «Comment j'ai retrouvé Xavier Dupont de Ligonnès». Est-ce que on en reparlera dans quelques instants? Mais il y a Frédéric qui nous demande pourquoi avoir choisi cette affreuse histoire pour en parler. En fait, parce que comment dire, c'est l'affaire qui vraiment m'a remué, c'est l'affaire à laquelle je me suis senti identifié. Et donc, c'est la seule affaire criminelle sur laquelle je travaille, hein. Maintenant, je ne suis plus dans la police, j'ai démissionné le 1er janvier passé. Donc je ne suis plus capitaine de police, mais je continue toujours d'enquêter sur Xavier Dupont-Ligonnès, je continue toujours de chercher. C'est une histoire, c'est une affaire personnelle en fait, entre lui et moi. J'ai tout de suite été attiré par sa personnalité. Alors je ne parle pas de la personnalité de l'assassin, hein, je parle de sa personnalité, lui, intrinsèque, et on retrouve justement ma personnalité, c'est-à-dire que c'est une personne qui aussi, comme je viens de parler de moi, et bien qui lui aussi est très aventurier. C'est quelqu'un qui est très curieux, qui parle plusieurs langues, qui a vécu dans des endroits différents, qui a vécu beaucoup aux États-Unis. Et en fait, eh bien, je me suis retrouvé dans lui et je me suis dit que ça pourrait être plus facile en fait pour moi d'imaginer ce que moi j'aurais fait à sa place et que c'est comme ça que je pourrais peut-être le retrouver. Donc c'est pour ça que j'ai été interpellé par cette affaire. C'est la seule qui m'a interpellé pour cette histoire d'affaires personnelles à laquelle je m'identifie, on va dire. Donc voilà, c'est une affaire entre lui et moi. Eh ben écoute, en tout cas, merci à toi. Et puis justement, je suis impatient de te faire écouter la chronique de Sonia sur ce livre. Mais il y avait aussi, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de l'ensemble de ton univers livresque, puisque ce qui t'a fait connaître du grand public, c'est le livre sur le fakir. Mais avant, tu en avais écrit d'autres. Est-ce que tu peux nous les présenter, dont un que tu avais auto-publié? Ah oui, j'en ai écrit 7 avant le Fakir. Mm. Le Fakir était le 8e roman. Avant, j'avais écrit plein de choses, hein, mais ça, c'était jamais des romans complets. Mon premier roman complet, il s'appelle Paraguas. Je l'ai écrit en espagnol parce que j'habitais à Madrid à cette époque-là. Et en fait, j'avais pris une vieille analyse linguistique parce qu'en fait, j'ai fait des études de linguistique, j'adore ça. Et j'avais pris une analyse à moi de linguistique où je m'étais posé la question de quels pouvaient être les premiers mots prononcés par l'homme, par l'être humain. Et c'était un truc imbitable pour les gens qui ne connaissent pas du tout le vocabulaire, la technicité de la linguistique. Et en fait, j'ai voulu en faire quelque chose de divulgatif et je l'ai mélangé à un thriller, à une enquête policière, à des meurtres et tout ça, un petit peu dans le genre Code Da Vinci, un peu. J'ai mélangé mon étude linguistique avec ça et j'ai commencé à proposer ça. J'ai envoyé le manuscrit à 2 maisons d'édition espagnoles, les 2 plus grandes, et j'ai été refusé, bien entendu, et j'ai continué à écrire et à envoyer mes manuscrits. Donc, j'ai pas mal de livres. Avant, comment dire, je les auto-éditais en 3 exemplaires. Je les imprimais, on va dire. C'est même pas de l'auto-édition parce que ça n'avait même pas vocation à être vendu. Mais en fait, je voulais les garder, je voulais les offrir à mes enfants. Donc, c'est pour ça que j'en faisais 3, puisque j'ai 2 enfants. Un pour moi et 2 pour chaque, enfin un pour chaque enfant. Et je les imprimais d'ailleurs dans une presse qui est à côté d'Aubagne, donc qui est dans la région. Je lui ai envoyé mon manuscrit, puis je lui ai envoyé la couverture, et puis je recevais mon livre. J'étais heureux de pouvoir mettre mes vrais livres dans mon étagère. Et puis il y a eu l'œuvre d'Einstein,
que j'ai envoyé à Publibook, qui était une espèce de société d'autopublication. Alors moi, j'étais prêt à payer 0 € pour faire de l'autopublication. Je pense que les éditeurs doivent payer et quand un éditeur veut se risquer sur un auteur, il doit payer. Si c'est à moi de payer, ça vaut pas le coup. Je veux dire, c'est un peu le noir aux alouettes. Je dénonce beaucoup ces pratiques de gens. Il y a énormément de gens qui écrivent et qui sont un petit peu plumés, on va dire, par ces sociétés, eh bien, qui vous demandent de l'argent en échange de publier vos manuscrits. Si on croit en vous, vous payez pas. C'est comme les mannequins. Les mannequins, soit on te veut comme mannequin, soit on te veut pas. Mais il faut pas payer toi pour être mannequin. Il faut pas payer Mm. toi pour être truc. Voilà, il faut faire confiance au talent, il faut faire confiance au hasard, à la chance, à beaucoup de choses. Mais en tout cas, moi, je n'ai pas payé. Et Publibook, en fait, m'avait sélectionné comme coup de cœur de cette année-là. Et donc, il m'avait offert l'autopublication. Donc, dans ce cas-là, comment dire, accepté. Et donc, bon, j'en ai vendu 3. J'en ai vendu 3 l'année où il est sorti. C'est assez marrant parce que j'ai reçu un chèque l'année suivante, en fait, mais j'avais sorti le Fakir. Le Fakir avait explosé et ça avait changé ma vie, effectivement, avec une question financière assez impressionnante. Et d'un coup, je reçois ce chèque de Publibook de 5,60 €, qui était mes droits d'auteur de l'année où j'avais sorti ce livre-là. Je ne l'ai pas encaissé, bien entendu. Il est encadré chez moi dans la bibliothèque parce que c'est pour moi une grande fierté, en fait, de ce chèque de 5,60 € face au chèque, on va dire, que j'ai pu avoir avec le Fakir. C'est tellement... voilà, je suis très fier de ça et je l'ai gardé pour le Bah geste. écoute, L'œuvre d'Einstein, donc chez Publicook, donc comme tu l'as dit, hein, c'était ton 7e roman qui était donc en auto-publication. Et bien Exactement. entendu, tu l'as dit, il y avait l'extraordinaire voyage du Fakir qui était resté coincé dans une armoire Ikea. Alors j'ai vu la question passer tout à l'heure, mais c'était volontaire de faire un titre à rallonge comme ça ou est-ce que... En fait, ouais, moi j'aime les grands titres comme ça. Ça se faisait pas à l'époque en France, hein. J'ai été le premier ou l'un des premiers à le faire parce que, en fait, pour moi, le titre est tellement important. Pour moi, le titre, c'est ce qui fait que je vais acheter un bouquin ou pas, presque. C'est ce qui fait que je vais regarder un livre dans une librairie. C'est ce qui fait que je vais regarder la 4e de couverture et en lire la première page. C'est le titre, c'est la couverture, c'est très important. Quand on dit que l'apparence ne compte pas et tout ça, c'est faux. Une attirance envers un objet par son apparence extérieure d'abord, ensuite par son apparence, ensuite par l'intérieur et tout ça. Mais le premier truc qu'on voit d'un livre, c'est son extérieur. Et le titre, pour moi, c'est la première phrase du livre. C'est la vraie première phrase du livre. Quand on lit mon titre, on est déjà embarqué dans mon aventure, on est déjà embarqué dans mon monde. Et quand on lisait l'extraordinaire voyage du Fakir qui était coincé dans une armoire Ikea, on était déjà parti avec moi dans ce livre. Donc pour moi, c'est très important d'avoir des titres qui appellent, qui interpellent. Et voilà. Donc là, c'était le premier. Puis il y a le clin d'œil à Jules Verne avec les voyages extraordinaires, euh, puisque lui, il a une collection Les voyages extraordinaires, justement, chez Hetzel. Moi, je suis un grand fan, un grand admirateur de Jules Verne. Et j'ai voulu faire le clin d'œil et j'ai inversé donc les voyages extraordinaires en extraordinaires voyages. Voilà. Dans le titre. Et d'ailleurs, tu as reçu en 2014, si je me trompe pas, il a été récompensé par le Grand Prix Jules Verne 2014 et le prix Audio Libre 2014, puisqu'il a été adapté en audio donc par l'acteur Dominique Pinon, si je me trompe pas. C'est ça, voilà, j'ai reçu le Grand Prix Jules Verne. Donc pour moi, vraiment, voilà, j'étais heureux. J'ai été à Nantes, tiens, pour y revenir. Euh, j'ai été à Nantes pour ça. Je me suis fait des amis, dont le grand spécialiste de Jules Verne en France. Voilà, donc c'était super. Et puis le prix, oui, Dominique Pinon, bah, c'était merveilleux. Il lit pas le livre, il le joue carrément. On connaît cet acteur. Voilà, et donc il joue vraiment le livre. Et je suis très heureux d'avoir eu ce prix qui lui appartient aussi beaucoup, puisque c'est lui qui a mis cette voix sur le Fakir. Eh ben, en tout cas, merci pour cette présentation. Je vois qu'il y a beaucoup de questions donc on le rappelle, puisque tu es avec nous
pour parler de ce livre « Comment j'ai retrouvé Xavier Dupont de Ligonnès » aux éditions Albin Michel. Et il y a une question intéressante de Laurent qui nous pose la question: qu'est-ce qui fait qu'un ancien policier puisse continuer à poursuivre des enquêtes? Dépendez-vous toujours de la police et avez-vous toujours tous les moyens? Alors, tout le monde peut enquêter, hein. C'est pas parce que je suis ancien flic que j'ai plus de droits que quiconque. Tout le monde peut enquêter. Voilà. Donc, c'est ce que je fais. Bien entendu, mon passé de police m'aide énormément, mes contacts surtout. Euh, mais alors, dépendez-vous toujours de la police? Non, pas du tout. C'est-à-dire que moi, je ne suis. Il y a la PJ de Nantes qui est en charge de l'affaire Ligonnès. Bon, qui n'enquête plus dessus parce qu'il y a d'autres choses à faire, hein. Dans la police, il n'y a pas assez d'effectifs pour laisser quelqu'un sur une enquête qui a 13 ans d'âge. Ça, c'est pas possible. Donc la PJ de Nantes enquête sur le lot quotidien de criminalité à Nantes, voilà, et s'intéresse à l'affaire Ligonnès quand on a un signalement, quand il y a quelque chose comme ça. Mais sinon, voilà. Donc non, je ne dépends pas de la police. D'ailleurs, je ne communique pas avec la PJ de Nantes. Bon, je ne sais pas si ils apprécient peut-être pas trop mon travail, voilà, que quelqu'un d'étranger à leur service bien fasse l'enquête, voilà. Et avez-vous tous les moyens? Non, j'ai plus les moyens que j'avais dans la police, mais j'ai d'autres moyens qui sont mieux, puisque déjà je n'ai plus la lourdeur de la procédure pénale française, qui est vraiment, voilà, qui est vraiment Ouais, très très lourde. lourde. J'ai plus une hiérarchie non plus, j'ai plus de compte à rendre à personne, j'ai plus de chef d'enquête, il n'y a plus rien. C'est moi qui me fais mon enquête comme je veux. Et ça, c'est un énorme avantage par rapport à la police. Je fais des choses que je n'aurais pas pu faire en service, quoi. Et je fais des choses qui servent l'enquête et qu'on ne peut pas faire dans la police. La police, on est trop menotté, je vais dire. Et des fois, c'est dommage parce qu'on passe à côté de choses à cause justement de la loi française et de la lourdeur de la procédure pénale et du code pénal français. Et justement, comment tu as mis en place cette enquête? Comment tu t'es organisé? Bah, j'ai créé, en fait, c'est arrivé à la sortie de. Alors, moi, je l'ai faite avant, pendant 13 ans. J'ai fait mon enquête à moi avec mes contacts et tout ça, mes intuitions et en recherchant. Et puis là, depuis janvier, depuis la sortie, enfin de janvier de l'année dernière, depuis la sortie de Comment j'ai retrouvé Xavier Dupont de Ligonnès, j'ai créé une cellule, la cellule de recherche de Xavier Dupont de Ligonnès, qui s'appelle la CRXDDL, avec deux personnes, une notaire et un ancien policiers en charge de l'affaire, et tous les trois, on continue d'enquêter, on reprend les témoignages, on reprend les PV de la procédure pénale, et on a trouvé de nouveaux témoins, on a des scoops, on a trouvé de nouvelles choses qui seront à la fois dans le tome 2 qui sortira l'année prochaine, et à la fois dans un documentaire qu'on est en train de tourner avec une production qui nous suit sur notre enquête réelle, puisqu'on a trouvé de nouvelles choses. Voilà, depuis. Donc, c'est ça, on retrouve des témoins, des gens qui n'ont jamais témoigné à l'époque, qui n'ont jamais été à la gendarmerie ni à la police nationale. Et voilà, ça nous permet Mhm. d'avancer. Mais voilà, il faut gratter, il faut chercher, il faut rappeler, il faut y penser, y réfléchir tous les jours. C'est quelque chose vraiment de tous les jours, mais c'est comme ça qu'on avance. Bien sûr. Et alors, il y a une question. Alors, je ne sais pas si tu pourrais y répondre, et j'imagine qu'on te l'a déjà posée plusieurs fois, mais Frédéric, qui nous pose la question, à votre avis, est-ce que Xavier Dupont de Ligonnès est toujours vivant, ou est-ce que pour vous, il est mort? Ah bon, on me l'a posé 1000 fois et 1000 fois j'ai Et répondu j'imagine. qu'il est vivant, à moins qu'il soit mort de maladie, d'accident, voilà, en 13 ans. Mais ce n'est pas la chose la plus probable. Donc pour moi, il est vivant. Sinon, je ne le chercherais pas. Je ne passerais pas mon temps à le chercher si je pensais qu'il était mort. En tout cas, il est pas allé se suicider à Roquebrune. Je l'ai toujours dit sur les plateaux de télévision, dans mon livre, j'ai toujours répété à tout le monde. Et maintenant, j'ai la preuve. Et la preuve, je la donnerai dans mon prochain livre. En tout cas, j'ai la preuve qu'il n'est pas allé à Roquebrune pour se suicider. Donc, à preuve du contraire, il est toujours vivant, bien entendu. Et il est en train de passer du bon temps, en fait. Voilà, c'est pour ça qu'il faut le chercher. Déjà, les gens qui le pensent mort ne le cherchent pas. Donc déjà, c'est pas une bonne idée au départ parce qu'il faut le chercher. Le mec est Mhm. vivant. Et il y a Gary Markov et qui nous dit: à quel moment Dupont de Ligonnès vous recherchera en faisant lui aussi une projection miroir? Moi, c'est pas la peine qu'il me recherche. Je veux dire, tout le monde sait où j'habite. Je l'attends d'ailleurs, hein, je l'attends. Donc voilà, il n'y a pas de problème s'il veut me chercher. Mais en tout cas, voilà, il n'aura pas autant de boulot que moi pour le chercher et pour le Et trouver. qu'est-ce que tu lui dirais si là il frappait à ta porte? Ah ben,
Moi, j'aimerais bien qu'il me raconte ce qu'il a fait exactement pas à pas, voilà, depuis le 15 avril 2011, depuis le jour où il a disparu. J'aimerais bien qu'il me dise, qu'il me raconte un petit peu ce qu'il a fait depuis, voilà. C'est assez intéressant. Vous savez, c'est assez facile de disparaître des radars. Les gens ils disent, mais comment il peut être encore vivant? Mais comment on peut disparaître des radars? Mais tout ça, mais c'est tellement facile. C'est tellement facile. Arrêtez. La réalité, c'est pas une série Netflix. Déjà, la police ne le recherche pas. Déjà, la police en France ne recherche pas Xavier Dupont de Ligonnès. Comme je l'ai dit avant, la PJ Nantes a d'autres choses à faire. Voilà. OK, on ne le recherche pas. On ne le recherche pas en France, mais c'est qu'à l'étranger, on ne connaît même pas l'affaire. Donc, c'est même pas qu'il n'est pas recherché, c'est qu'il n'est même pas connu, on ne sait rien de l'affaire. Donc voilà, il peut être en Espagne, il peut être en Italie et vivre tranquillement. Je veux dire, il n'y a aucun problème. Après, oui, mais ça coûte cher les cavales et tout ça. Oui, mais si tu n'es pas recherché, ça coûte. Non, il n'y a pas de cavale. Je veux dire, il habite quelque part, il travaille au noir, ou alors il s'est fait une petite copine, il avait des maîtresses partout en France. C'est pas un problème hein, pour Xavier Dupont de Ligonnès d'avoir une petite copine. Et puis voilà. Donc non, non, c'est très facile. Il y a des gens, je ne sais plus combien, il y a de milliers de personnes qui disparaissent chaque année de France sans laisser de traces de manière volontaire. Et puis on ne les retrouve pas. On ne les retrouve pas, déjà parce qu'on ne les cherche pas, mais on ne les retrouve pas. Voilà, parce que c'est facile de disparaître. Voilà. Eh ben, en tout cas, merci pour tes réponses et je vois effectivement que ça fait réagir. Donc, comment j'ai retrouvé Xavier Dupont de Ligonnès aux éditions Albin Michel? Ce que je te propose, c'est de recevoir donc Sonia Robinard, donc la chroniqueuse de l'émission. Alors, chère Sonia, tu as lu ce livre. Comment j'ai... Bonsoir. À votre santé. À la tienne, cher Romain. Donc, Sonia, tu as lu ce livre, mais avant de t'écouter pour la chronique, j'aimerais bien qu'on diffuse la bande-annonce de ce livre qui a été donc réalisé. Donc, je sais pas, tu nous diras, Romain, si c'est toi qui l'as réalisé sur le site d'Albin Michel. Le 15 avril 2011 à 16h10, la dernière image de Xavier Dupont de Ligonnès a été captée par la caméra de surveillance de l'hôtel Formule 1 de Roquebrune-sur-Argent. Puis le témoignage d'une personne qui l'a croisé sur le chemin des Châtaigniers à 100 mètres de là. Tout le monde a dit il est parti dans la forêt se suicider. Mais moi, je vous dis pourquoi il est allé dans cette forêt ce jour-là avec son fusil. Comment j'ai retrouvé Xavier Dupont de Ligonnès aux éditions Albin Michel? C'est toi qui l'as fait? Ah ouais, c'est ce que j'ai dit aux filles tout à l'heure, avant que tu arrives justement dans le studio, j'étais en train de faire mes réglages et j'ai vu les filles arriver, j'ai dit ah ben ça met l'ambiance effectivement. C'est pas moi qui l'ai réalisé, c'est Albin Michel. Par contre, c'est bien ma voix, effectivement, qui assure les images. On l'avait bien reconnu et encore une fois, on remercie les éditions Albin Michel qui sont aussi à l'initiative de ce live. Et d'ailleurs, on rappelle qu'on peut retrouver l'ensemble de tes informations sur leur site www.albin-michel.fr. Je dirais pas tiré du 6, Sonia le sait pourquoi. Allez Sonia, nous t'écoutons. Une fois n'est pas coutume, je vais commencer par les remerciements. Merci à vous Romain pour ce roman qui m'a fait rire, qui m'a fait cogiter et qui m'a un peu énervé. Oui, j'étais par moments comme le procureur à me dire « Bon, il va arriver au fait ou pas ?» Et encore un grand merci pour cette lecture légère sans lettres, intrigante à souhait et passionnante. Bref, vous l'aurez compris, j'ai juste adoré. Voilà, ça c'est dit. Revenons donc à nos moutons. Que celui qui n'a jamais entendu de parler de Xavier Dupont de Ligonnès lève la main. Que celui qui n'a jamais imaginé ce qu'il est devenu, levez-vous. Alors, pour nous, Romain a dans ce livre imaginé entre guillemets toutes sortes de possibilités. S'est-il suicidé? Vit-il caché à l'autre bout du monde? A-t-il fait de la chirurgie esthétique? A-t-il été aidé pendant sa cavale? Et surtout, un jour, arriverons-nous à mettre la main dessus? Avec ce roman, il y a autant de questions que de réponses. Comment expliquer cette lecture sans rien dévoiler? Tout d'abord, il y a l'enquête, que tout le monde ou presque a suivie. Mais Romain, ancien flic et auteur à succès, a décidé de faire la sienne et nous explique les tenants et les aboutissants. Ensuite, nous avons la vie vécue, toujours entre guillemets, par Xavier lui-même, ou plutôt devrais-je dire imaginée par Romain. Et pour finir, nous avons le procès, le fameux procès, dans lequel Romain est accusé du meurtre de Xavier à coup de... Je vous laisse deviner, sinon ce ne serait pas drôle. Ok, si vous insistez, je vais vous le dire. Mais c'est bien parce que c'est vous et que cela m'a fait énormément rire. Donc, le coupable, encore présumé innocent,
a tué Xavier Dupont de Ligonnès à coups de couteau à beurre. Oui, oui, vous avez bien entendu. Pendant tout le roman, on voyage entre ces 3 grands chapitres. On peut laisser libre cours à notre propre instinct, à notre propre point de vue, mais on s'aperçoit que toutes les approches de Romain sont également tout à fait plausibles. À vous maintenant de jouer. Ouvrez ce livre et plongez dans une histoire qui, pour le moment, ne connaît pas de fin. En parlant de fin, pour l'anecdote, quand je l'ai fini, j'ai envoyé un vocal au reste de l'équipe en disant simplement « Je m'en doutais ». Dès les 3/4 du livre environ, je m'en doutais, je suis trop forte. Et vous, arriverez-vous à déjouer le piège de l'auteur ? Merci Sonia. Comment j'ai retrouvé Xavier Dupont de Ligonnès aux éditions Albin Michel avec notre ami Romain Puertolas qui est avec nous ce soir. Romain, qu'est-ce que tu as envie de répondre à Sonia? Oui, bravo pour avoir trouvé la fin. Alors, juste à ma décharge, effectivement, depuis quelques années, je crée des romans avec des twists assez spectaculaires depuis La police des fleurs, des arbres et des forêts. Celui-là, c'est pas un twist que j'avais au départ quand j'ai écrit le livre. Il y avait autre chose plus important qui était l'enquête et puis qui était la vie ligonnès, voilà, les vies hypothétiques de Ligonnès. Et c'est en arrivant à la fin que je me suis dit, tiens, j'ai eu l'idée d'un twist et je vais faire ça. Mais c'était pas un des twists que je travaille énormément comme dans des autres romans. Effectivement, dans ce roman, pour le coup, il y a pas mal de personnes qui m'ont dit ouais, je l'ai vu avant la fin et tout ça. Donc je tiens à rassurer les gens, c'était pas une intention de le masquer tant que ça. Mais en tout cas, bravo, parce qu'il y a beaucoup de personnes Ouais. aussi qui l'ont pas vu. C'était un petit bonus, on va dire, dans ce livre-là. C'était pas le truc Ouais. le plus important. C'était un petit Ouais. bonus, mais bravo, voilà, c'est votre Mm, mm. petit côté enquêtrice Oh, qui a ressurgi, Sonia l'enquêtrice. ça. À force de lire les thrillers, les polars, recevoir des auteurs anciens flics, machin et tout, c'est vrai que maintenant, incollable Bon, pour oui, cacher oui. un corps et tout, maintenant je serai incollable. Eh ben, merci beaucoup. On salue effectivement, on en parlait tout à l'heure, Laure Garcia. Bonsoir Romain, bonsoir l'équipe. Laure Garcia et Marc Lamola qui étaient avec nous en ce début du mois de janvier, si je me souviens, dont Laure est l'auteur de ce magnifique tableau. On en parlait tout à l'heure en off. On aura l'occasion d'en parler c'est dans Laure qui a fait quelques le instants. tableau. Ah. Eh oui, voilà, c'est Laure Garcia. Voilà, je le montrerai plus près tout à l'heure. Laure et Marc, ils sont merveilleux. On s'est rencontrés à Saint-Chamas, au salon de Saint-Chamas. Et voilà, donc c'est des gens merveilleux avec qui de temps en temps on s'écrit. Et donc voilà, je leur fais des Eh ben, bisous. bisous bientôt. à vous, merci. Alors, bon, pas mal de questions. Déjà, il y a Cécile Torres qui est avec nous. Bonsoir, qui nous dit: je confirme pour les titres de Romain. C'est comme ça que j'ai découvert Romain avec Xavier Dupont de Ligonnès. Ça m'a beaucoup intrigué et depuis, j'ai acheté tous ses romans. Voilà, donc merci à Cécile. Et justement, elle pose une question. Il est vrai que la sœur de Xavier Dupont de Ligonnès a écrit un roman et elle demandait si tu l'avais lu. Ouais, elle a écrit, alors c'est pas un roman, c'est un livre parce que c'est pas une Oui, histoire enfin, inventée, c'est vraiment l'histoire de son frère, de sa théorie et tout ça. Moi, j'ai pas voulu le lire, je connais la théorie de Christine depuis 13 ans et j'en peux plus, je suis fatigué comme beaucoup de personnes. Mais la personne qui travaille avec moi, Gilles, l'a lu au cas où on se disait, elle va peut-être gaffer parce que vous savez, pour nous, Christine peut être complice. Elle oui. fait partie de la famille, elle fait partie du côté Ligonnès, on va dire pas du côté de la famille d'Agnès, de l'épouse de Xavier Dupont de Ligonnès. Donc effectivement, moi j'ai des soupçons sur la mère, sur la sœur de Ligonnès. Je me demande si Xavier n'a pas repris contact avec elle. Un fugitif reprend toujours contact avec la mère, avec la sœur, en fait, les personnes qu'il aime de sa famille. Donc voilà, donc déjà c'était à traiter avec des pincettes, mais surtout les théories complètement délirantes qu'elle expose dans son livre fait que pour moi ce n'est pas une lecture. Voilà, sa théorie comme quoi c'est pas lui qui a tué, mais qu'en plus c'est un assassin, pardon, c'est un espion américain, mais en plus c'est pas les corps de la famille qui ont été découverts, tout ça, voilà. Ça va à l'encontre ça va à l'encontre de l'enquête qui a été menée. Elle pense que tout le monde est dans le bain, c'est un truc complotiste à souhait. Le médecin légiste, les flics, le procureur, le juge d'instruction, on est tous là-dedans, c'est un complot, Xavier est innocent. Ne vous inquiétez pas, tout va bien, les enfants vont bien, sa femme va bien, ils sont tous partis aux États-Unis. Voilà, c'est ahurissant et c'est un manque de respect total pour sa famille. Putain, c'est sa famille en plus, hein. Je veux dire, voilà, donc pas du tout intéressant.
Mais comment j'ai retrouvé Xavier Dupont de Ligonnès, effectivement, dans ce livre de Charles Michel. Et il y a une question intéressante. Est-ce qu'il y a dans ce genre d'affaires la notion de prescription? Ah oui, oui, il y a toujours la notion de prescription. La prescription, elle n'existe pas juste dans les crimes contre l'humanité. Voilà. C'est le seul cas à peu près dans lequel il n'y a pas de prescription. Mais pour tout ce qui est délit et crime, il y a des prescriptions. Là, pour le cas d'un assassinat, par exemple. Alors à mon époque, bon, ça a changé, ça change tout le temps. Je parlais tout à l'heure de la lourdeur de la procédure pénale, du code pénal, ça change tout le temps. C'était 30 ans, maintenant je crois que c'est 17 ou je sais plus. Enfin voilà. Bon, en tout cas, c'est pas ça le plus important, puisque tant qu'il y a des actes de procédure qui sont faits, tant qu'il y a des PV, en fait, ben, la prescription est repoussée. Donc, bon, il ne devrait pas y avoir de problème de prescription. Euh, je crois que, bon, je sais plus, parce que je vous dis, ça change tout le temps. J'avais regardé récemment, mais là, je ne m'en rappelle plus, parce qu'il y a l'assassinat de mineurs, hein, puisque les enfants étaient, il y avait des mineurs. Donc, il y a un peu plus au niveau de la prescription. Mais voilà, c'est pas un problème, parce que dans la police, nous, ce qu'on fait pour éviter la prescription, ou même des fois pour le flagrant délit, vous savez, il y a plusieurs cadres de procédure pénale. Quand il y a un crime ou un délit qui se passe, on est tout de suite en flagrant délit dans la police. Et bien pour avoir plus de pouvoir, puisque la police a le plus de pouvoir dans le cadre d'un flagrant délit, eh bien ce qu'on fait, c'est des actes de procédure, c'est-à-dire on fait des PV. Il suffit d'un PV, un PV de n'importe quoi, un PV mais qui a trait à l'affaire pour pouvoir repousser. Là, c'est pareil pour la prescription. Donc voilà, il y a pas de problème de prescription. On, on l'aura et il paiera pour ce qu'il a fait. Oui, Eh puis ben, comme en plus, environ tous les 2 ou 3 ans, il y a quelqu'un qui l'aperçoit quelque part, donc ça fait relancer en fait une Voilà, c'est enquête des ou trucs quelque chose. bidons, hein, c'est des signalements foireux comme à chaque fois, mais c'est pas grave, ça fait un acte de procédure, donc c'est bien pour la prescription, on va dire. C'est le seul avantage, exactement. hein, c'est le seul avantage. Vous savez, des signalements, j'en reçois 10 par jour, j'ai des photos, c'est ahurissant, j'en parle dans mon livre, je dis que les gens ne sont pas physionomistes du tout, mais c'est pire que ça, c'est pire que ça. C'est-à-dire que je reçois des photos d'hommes blancs avec des cheveux et à lunettes. Point. Ça ne va pas plus loin que ça. Des fois, ils sont même plus jeunes. Des fois, je reçois des photos de mecs qui ont la quarantaine. Ligonnès, il a 63 ans maintenant, je veux dire. Euh, mais voilà, ça ne ressemble pas du tout. Donc, on ne peut jamais se fier à un témoignage. Ça, je l'ai beaucoup appris dans la police. Les témoignages, c'est très difficile parce que les gens, et en plus, je reçois des gens qui sont convaincus que c'était lui. Et moi, je vois, c'est même pas la peine que je zoome la photo sur mon téléphone pour voir que c'est pas lui, quoi. Mais les gens sont persuadés. Donc voilà, on le voit partout et tu m'étonnes qu'on le voit partout. Parce que des mecs à lunettes, il y en a, hein, je peux vous dire. Il y en a beaucoup, effectivement. Beaucoup. Marc Lamola qui est avec nous, qui nous dit: Salut Romain, j'ai adoré ton livre et j'attends avec impatience la suite. Bah justement, est-ce que tu peux nous en parler sans trop nous en dire, avant que Sonia nous dise encore une fois ce qu'elle a pensé du livre? Justement, oui, l'enquête a avancé. Justement, j'ai des choses nouvelles, j'ai des scoops. Je suis allé plus loin que la police, justement. Et donc ça sortira l'année prochaine, normalement. Je ne sais pas encore si sous forme de fiction. Là, je suis en train de le faire. J'étais encore en train de travailler dessus il y a quelques minutes, en m'adressant directement à Xavier Dupont de Ligonnès. Une espèce de lettre ouverte où j'indique tout ce que j'ai fait, toute mon enquête, où je sais où on en est, mais en m'adressant à lui. Voilà. Je sais pas comment ça va terminer. J'ai fait plusieurs versions de ce livre, j'en ai 3, 4. Et puis j'ai encore des actes d'enquête, puisque là on a un scoop avec ma cellule, et on repart à Roquebrune dans 2 semaines ces choses-là. Donc c'est toujours vivant, ça avance toujours. Voilà ce que je peux en dire Ouais. pour l'instant de ce tome 2. Il doit pas dormir tranquille, en tout cas, s'il est encore vivant. Ouais, ça c'est sûr. Je veux qu'il voit qu'il y a toujours quelqu'un Il y a qui encore quelqu'un s'intéresse qui à le lui. cherche, ouais. C'est la hantise des fugitifs, quoi. Les Bien sûr. fugitifs, ils veulent qu'une chose, c'est qu'on les oublie. Voilà. Mm. Et là, tu parles de ce livre-là, mais est-ce qu'il y a une autre enquête comme ça où l'assassin, s'il est l'assassin, mais ça, il n'y a aucun doute là-dessus, qui n'a jamais été retrouvé? Est-ce qu'il y a une autre enquête qui te parle à ce sujet? Non, comme je l'ai dit avant, j'ai des enquêtes, mais assez fictives. J'ai d'autres romans, d'autres manuscrits qui ne sont pas encore publiés, sur des enquêtes que j'invente ou dont je m'inspire. Je m'inspire d'affaires criminelles réelles, mais ensuite j'invente tout.
Voilà, vraiment la seule enquête sur laquelle j'enquête en vrai, dans la réalité, c'est Xavier Dupont de Ligonnès, c'est la seule qui m'intéresse. Je pense que j'ai du boulot, puisque tant qu'on n'a pas retrouvé, eh ben voilà, je continuerai de chercher. Donc il y a du boulot, je pense elle peut me prendre toute ma vie, donc c'est pas la peine de chercher ailleurs. Je suis pas intéressé par une autre enquête criminelle. C'est marrant parce que les gens m'écrivent sur Instagram en me demandant d'enquêter sur telle histoire, sur telle affaire qui leur est arrivée, sur tel oncle, sur machin. Bon, ils croient que je suis détective privé. Non, je suis un flic freelance maintenant, ça c'est vrai, mais d'une seule enquête, Xavier Dupont de Ligonnès. Pour Eh ben, l'instant, écoute. on ne sait jamais, tu sais, Florian, j'ai changé 10 000 fois de chaise dans ma vie. Il se peut que dans 3 4 ans, il y ait une affaire qui m'intéresse, d'un mec qu'on recherche et que je me mette dessus. Mais voilà, celle que je maîtrise, on va dire, c'est Ligonnès parce que ça fait 13 ans que je suis dessus. Donc voilà, c'est celle que je maîtrise et sur laquelle je peux me prononcer et je peux travailler. Exactement. Mais en tout cas, je te remercie. Il y a Cécile qui nous dit, si ça se trouve, il est en train de nous regarder. Mais écoute, s'il nous regarde, bonsoir, mais voilà. Bien Qu'il sûr, fasse c'est un petit c'est un message. grand geek de l'informatique et tout ça. Donc ça, c'est évident qu'il se googlise. C'est évident qu'il a peut-être lu mon bouquin. Voilà, c'est évident qu'il regarde en tout cas ce qui se passe sur Internet à son sujet. C'est clair, c'est sûr. Hmm. Et il y a Gary qui pose la question, Romain, le jour où De Ligonnès sera attrapé, s'il est attrapé, feras-tu un livre avec lui pour avoir sa version? Je sais pas. Par contre, je pense que c'est une super idée pour lui. Ça, c'est un mec, Ligonès, c'est un loser. C'est un mec qui a toujours monté des entreprises qui n'ont jamais marché. Tout s'est cassé la gueule. Il demandait du fric à tout le monde. Voilà, c'est sa vie. Demander du fric à tout le monde et pas travailler. Euh, il est toujours à la recherche, il est toujours à la recherche de l'idée qui lui changerait la vie, l'idée qui le rendrait millionnaire. Là, il a un super truc. Vraiment, Ligonès, s'il se fait choper, il faut qu'il écrive son bouquin. Il va en vendre des tonnes. Voilà, Gary, Par contre, il merci sera pour en ta tôle, question. je pense qu'il en prendra à perpète. Alors en France, comme la perpète n'est en général pas appliquée, bah voilà, il prendra pour 20 ans. Bon, ça lui fera 83, 90, il ressortira de tôle à 90 ans. Bon, il pourra dépenser ces millions qu'il aura gagnés grâce à son bouquin. Voilà. Dans une Euh, croisière de luxe pour troisième âge, je sais pas. Bah, ça existe en plus. Laurent qui nous pose, Laurent qui nous pose la question, quel serait votre sentiment majeur le jour où vous le trouverez? Soulagement, fierté? Quel serait ton soulagement si demain tu apprends qu'il est attrapé et si c'est toi en plus avec ton enquête qui le trouve? Ah oui, si c'est moi, bah oui, fierté immense, ça c'est sûr, grande satisfaction. Mon but, c'est de le mettre à disposition de la justice pour qu'il soit jugé. Donc voilà, par respect pour les victimes, parce que c'est vrai qu'on dit que je rigole beaucoup, mon livre c'est un livre marrant et tout ça. Euh, Encore beaucoup, je veux dire, les gens sont intelligents, ils ont compris qu'il y a beaucoup de second degré, troisième degré. Les gens qui me connaissent savent qu'il y a du 18e degré même. Oui. Mais en tout cas, je ne rigole jamais des victimes. C'est quelque chose de dramatique. C'est une famille qui a été complètement éradiquée, assassinée. Je me fous de sa gueule à lui. Ça, oui, ça, je m'en donne un cœur joie, mais jamais à propos des victimes. Et donc, ce sera une grande satisfaction pour moi d'avoir retrouvé le mec et de le mettre à disposition de la justice. Si c'est Oui, puis il y a pas mal quelqu'un de... d'autre qui le fait ou si c'est une erreur, puisque la chose la plus plausible, c'est qu'il commette une erreur un jour et il se fasse choper sur ça. Voilà, ce serait parce qu'il n'y a pas énormément de personnes qui le cherchent activement, je veux dire. Mm. Euh, donc, bah, ce serait pour moi un soulagement et puis en même temps, ce serait une petite déception de ne pas être l'auteur de la capture, on va dire. Ben, Sonia, est-ce que tu veux rajouter quelque chose avant d'écouter Marie? Oui, on rigole aussi dans le livre, ça c'est sûr, mais il y a quand même le sérieux de l'enquête qui est très bien décrite aussi et tout. Et moi, je voulais savoir si vous étiez toujours en contact avec la famille d'Agnès et ce qu'ils pensent en fait de l'enquête que vous menez. Alors, moi, j'ai jamais été en contact avec la famille d'Agnès. Et les seules choses que j'ai pu voir, c'est son frère qui me critiquait activement sur les réseaux sociaux, sur son Facebook. Chose que je comprends parfaitement. Vous savez, quand j'ai sorti ce bouquin, je me suis dit, tu vas pas être aimé par la famille d'Agnès, ça c'est évident. Pas non plus par la famille Ligonès, parce que la sœur et la mère, voilà, je parle d'une éventuelle complicité. Donc voilà, effectivement, je fais de l'humour dans ce roman et tout ça, et je comprends la douleur de la famille et du fait que
qui ne supportent pas que quelqu'un puisse faire de l'humour sur cette affaire. Par contre, et là je leur dis, je suis la seule personne qui cherche activement Xavier Dupont-Ligonnès, l'assassin, la famille, voilà. Donc, ok, j'en rigole, mais je cherche. Voilà, personne ne le cherche. Dans la police, personne ne le cherche. Donc, moi, je le cherche. Donc, ok, voilà. Et si je le retrouve, eh ben, on pourra dire que j'ai fait de l'humour, que j'ai fait ceci, on pourra me critiquer, mais au moins, j'aurais mis cet assassin à disposition de la justice. Voilà. Et Merci moi, à je toi. voudrais juste revenir sur ce que Gary a écrit tout à l'heure, quand je retrouve. Euh, alors, Gary, Romain ne il a sait écrit pas beaucoup. que Gary, qui est Sonia peut-être triche. Xavier Dupont-Ligonnès, hein, sous un faux nom, Voilà. il faisait beaucoup ça. On le connaît bien, on le connaît bien. Ah, Mais ok, effectivement, ok. c'est ça que tu disais. Romain ne sait pas que Sonia triche. Elle commence toujours par la fin pour lire la dernière page du livre avant de repartir au début. Et ben, c'est complètement faux, parce qu'en plus, je ne lis même pas les quatrièmes de couverture pour avoir je veux pas savoir de quoi parle le livre, je veux pas savoir le genre du roman. Et voilà. Donc, ce n'est pas possible que je commence par la fin. Ah bon, ça va. C'est un truc que j'ai fait dans Tout un été sans Facebook, un de mes romans, parce que dans les salons, j'avais beaucoup de personnes qui venaient qui me disaient, ah ben moi, je commence toujours par lire la dernière page. Je leur disais, mais non, faites pas ça, parce que dans mes bouquins, le twist, il est à la dernière page ou il est dans les 2 dernières pages. Et c'est dommage parce que ça gâche le plaisir de la lecture et tout. Et donc, dans Tout un été sans Facebook, eh bien, j'avais fait un espèce de faux twist à la fin, à la dernière page. Je dis un assassin, mais c'est pas le vrai assassin du bouquin. Voilà. Non, mais tu sais que ça se fait beaucoup, parce que si je dis pas, c'est ma tante, je crois, qui fait ça, où elle lit les premières pages, elle lit les dernières, comme ça elle connaît l'assassin, elle connaît le milieu, et elle relit le livre en entier pour voir comment l'enquête a été faite, mais elle connaît du début jusqu'à la fin. Je dis, mais moi je pourrais pas faire ça, effectivement. Non, je pense que ça c'est quelque chose à faire la deuxième fois, c'est-à-dire qu'au début on se laisse surprendre, et ce qui est bien c'est que si après on est intéressé par les... On relit le livre en disant, ah ouais, là, tu vois, il me met en erreur, là, il me fait ça et tout ça, voilà. Mais c'est dommage, je trouve, de le Bien sûr. lire a priori. Ouais, moi comme j'aime ça. bien me dire, tiens, ça peut être lui l'assassin, ça peut être lui, puis en fin de compte, c'est aucun des deux, aucun des protagonistes que je pensais que. Là, ça j'aime bien. Voilà, effectivement, Tata Colombo, comme dit Laurent. Voilà, effectivement. Ce que je vous propose, donc, c'est d'écouter l'extrait de Marie. Donc pour ceux qui ne connaissent pas cette émission, on reçoit donc Romain Puertolas pour son livre Comment j'ai retrouvé Xavier Dupont de Ligonnès aux éditions Albin Michel. Marie, c'est la comédienne de l'émission qui a lu un extrait. Elle nous a lu le premier chapitre, elle l'a un petit peu raccourci pour pas que ça soit trop long, mais encore une fois, mettez un casque puisqu'il y a des petits bruitages et vous allez voir, c'est très intéressant. Donc tout de suite l'extrait de Marie. Marie Méran présente un roman de Romain Puertolas, Comment j'ai retrouvé Xavier Dupont de Ligonnès, aux éditions Albin Michel. Affaire Romain Puertolas, cour d'assises de Toulouse. Monsieur Puertolas, reconnaissez-vous ce couteau à beurre ? Demande l'avocat général en brandissant un sachet transparent contenant l'objet mentionné. Oui, je réponds mollement, car il n'y a rien qui ressemble plus à un couteau à beurre qu'un autre couteau à beurre. On dirait bien le mien. C'est le vôtre, assène le magistrat. Il a été saisi par la police judiciaire de Toulouse dans votre maison le jour du drame. Pourriez-vous expliquer à l'assistance ce que vous avez fait avec, pendant des années, tartiner des biscottes, en toute impunité. Des rires éclatent un peu partout dans la salle, rapidement interrompus par les coups de marteau du président. « Nous sommes dans un tribunal », lance l'avocat général en me fusillant du regard. « Pas dans l'un de vos romans. Soyez sérieux, je vous prie. L'affaire est grave. Je précise ma question. Quel usage avez-vous fait de ce couteau à beurre le 26 mai 2023, très précisément ? Je l'ai utilisé contre quelqu'un. Contre qui ? Un homme. Connaissez-vous cet homme ? Comme tout le monde. Pourriez-vous nous donner son nom ? Xavier Dupont de Ligonnès. Est-ce exact de dire que vous avez tué Monsieur Dupont de Ligonnès à l'aide de ce couteau à beurre, Monsieur Puertolas ? Je n'ai fait que me défendre. Je ne vous demande pas les raisons de votre acte, mais son seul et unique résultat. Contentez-vous de répondre à ma question. Avez-vous tué Monsieur Dupont de Ligonnès
à l'aide du couteau à beurre qui se trouve dans ce scellé judiciaire? Oui, mais vous avez entendu, dit le magistrat en direction des jurés. Merci, monsieur Puertolas. Ce sera tout pour l'instant. Romain Puertolas, l'enquête. Comme des millions de Français, je n'avais jamais vu Xavier Dupont de Ligonnès qu'en photo. La dernière diffusée de lui avait été prise le jeudi 14 avril 2011 à 17h15 par la caméra de surveillance d'un distributeur automatique que j'avais identifié dès le début de mon enquête en 2011 à partir de la comparaison entre le cliché et le mode Street View de Google Maps, et notamment grâce au signalétique jaune sur le sol et le passage piéton, comme étant celui de la caisse d'épargne sise au 24 avenue du Général de Gaulle à Roquebrune-sur-Argent, dans le Var, et non avenue Gabriel Péry comme on avait pu le lire un peu partout dans la presse. On apercevait l'homme, vu d'en haut et de côté, habillé d'un pantalon clair, d'un pull-over noir ou vert olive, aux manches retroussées, la main droite pianotant sur le clavier de la machine, la gauche tenant un portefeuille. Rasé de près, lunettes, cheveux bruns coupés courts sur les côtés, un peu moins sur le dessus, il semblait attendre que son argent veuille bien sortir. 30 €, selon les relevés qu'analyserait plus tard la police judiciaire. Forcément en billets de 20 ou de 10 donc. On ne va pas bien loin avec un billet de 20 et un billet de 10. Du moins le commun des mortels. Car nous sommes en 2024. Et force est de constater que Xavier Dupont de Ligonnès a tout de même réussi à tenir 13 ans avec 30 €. Comment j'ai retrouvé Xavier Dupont de Ligonnès de Romain Puertolas aux éditions Albin Michel. Romain, qu'est-ce que ça te fait d'entendre cet extrait? Ouais, mais c'est bien avec les bruits là, de l'audience et tout, le public. J'aime beaucoup. Et à la fin, ce suspense. Et voilà, Qui est exactement. peut-être le titre d'ailleurs du tome 2. J'ai plusieurs titres, mais il y en a un qui est Comment tenir 14 ans avec 30 €. Ah La bah, méthode Ligonnès. Voilà. J'ai la réponse maintenant. Je sais pourquoi il a retiré 30 €. Voilà. Donc ça, ah, je le dis dans le tome 2. Mais voilà, et pour le clin d'œil, pour le couteau à beurre, c'est un clin d'œil là aussi pour mon roman Tout un été sans Facebook, dans lequel un médecin légiste parle de ça, d'une attaque au couteau à beurre, et ça m'avait fait rire, et pour ça que je l'avais mise dans ce roman-là. Voilà. J'aime beaucoup mettre les médecins légistes en œuvre, surtout un espèce de gag récurrent que je fais toujours, c'est le médecin légiste qui observe le corps et tout ça, et qui se tourne vers l'officier de police judiciaire et qui lui dit il est mort. Voilà, j'aime bien ça. C'est tout con, euh, mais j'aime bien. Voilà. j'imagine que ça fait son effet à chaque fois, j'imagine. Sonia, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur cet extrait qu'on vient d'entendre de Marie? Ouais, j'avais l'impression d'écouter un reportage. Oui, C'est, oui. ça faisait le style, oh là là, je m'attendais à voir les images et de ça apparaître Enquête et tout criminelle. ça, le distributeur, voilà, c'est ça, je m'attendais à voir tout en fait. Et puis, non, donc, quand Ah, même, on j'aime aurait bien. pu le faire, mais bon, là, c'était énormément de boulot. Et je pense C'est que si j'avais ça. dit à Romain, le live va durer 4 heures parce qu'on va diffuser un reportage, il m'aurait dit non. Voilà. Bon, en tout cas, merci à toi, Romain, d'être avec nous. On le rappelle pour parler de ce livre. Donc, comment j'ai retrouvé Xavier Dupont de Ligonnès aux éditions Albin Michel. Mais j'aimerais bien un petit peu, parce que comme je vois plusieurs questions qui arrivent, puisque c'est vrai que tu nous as dit que tu avais plusieurs casquettes, qu'on parle du prochain. Donc, tu nous as dit qu'il y avait le tome 2, mais là, le 27 avril, il y a un nouveau livre qui va sortir aux éditions Albin Michel. Ma vie sans moustache, où là encore, tu as fait le tour du monde presque peut-être pour enquêter. Donc, est-ce que tu peux nous parler de ce livre, puisque vraiment, il est très intriguant. Ouais, c'est une enquête qui part d'un fait réel. C'est une lettre que je reçois chez mon éditeur, le Dilettante à l'époque, à Paris, et une dame qui me dit que, eh bien, elle connaît quelqu'un qui était la cuisinière d'Hitler, voilà, mais dans les années 50. Donc, quelque chose qui ne correspond pas au premier abord, puisque Hitler est censé s'être suicidé en avril 1945. Et donc voilà, ben, je commence à lui répondre, on commence à avoir une relation épistolaire, et puis je vais, alors, elle me parle de l'Argentine, puisqu'il y a une ville, on va dire, qui s'appelle San Carlos de Bariloche, qui est en Argentine, en Patagonie plus exactement,
et dans laquelle eh bien, les gens sont persuadés que Hitler a vécu après la fin de la guerre. Alors, moi, je suis quelqu'un de très prosaïque, de très, je veux dire, cartésien, très logique. Pour moi, voilà, je suis contre les thèses de complot, etc. Mais il y a quelque chose qui m'attire, c'est que c'est toute cette ville-là eh ben, ils ont des photos, il y a des photos d'Hitler en 1950, il y a des témoignages. Oui, mon grand-père était à son service, oui, mon père était à son service, oui, je l'ai vu, enfin machin. Et ça m'a fasciné, quoi. Ça m'a fasciné et j'ai été donc en Argentine enquêter là-bas. C'est une véritable enquête. Et donc, une fois de plus, dans ce livre-là, un espèce de roman enquête où je me mets en œuvre, comme j'avais fait dans Comment j'ai retrouvé Xavier Dupont de Ligonnès, à la recherche de cet Hitler sans moustache après la Deuxième Guerre mondiale. Oh, Eh ben salut écoute, Martin. ah, J'ai mes enfants. mais pas de problème, hein, t'inquiète, on est comme à la maison ici, c'est ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Donc, Ma vie sans moustache aux éditions Albin Michel. Même question qu'au début. Pour toi, alors, il est mort ou pas? Ah, Comment? Pardon? la question, est-ce que pour toi, lui aussi, est-ce qu'il est vraiment mort ce jour-là ou est-ce que pour toi, il a vécu derrière? Bah, dans le livre, vous verrez, mais effectivement, moi je pars du principe que Hitler s'est bien suicidé en avril 1945, 45, mais ce qui est assez amusant, et c'est sur quoi se repose tout le livre, c'est qu'il n'y a pas de vraiment une preuve à 100%. Il y a des indices, il y a des choses qui ont été faites et tout ça, mais on n'a pas une preuve qui nous dit Hitler est mort ce jour-là. Et parce que son corps a été calciné sous ses ordres, hein, sous ses instructions. C'est son majordome, Heinz Linge, qui l'a brûlé avec des litres et des litres et des litres d'essence, lui, sa femme, Eva Braun, et les deux chiens. Mais voilà, et tout a été fait pour détruire toutes ces preuves, et on n'a plus rien. On a une espèce de mâchoire, on a une partie de la mâchoire, mais voilà, est-ce qu'elle correspond à Hitler? Ben, il n'y a rien à 100% sûr scientifiquement. Donc c'est Hmm. dans cette brèche que je me suis un petit peu installé pour montrer ben, que voilà, on peut faire une enquête dessus et qui est vachement amusante aussi, puisque voilà, vous connaissez mon style, hein, on Oui. rigole là aussi, et puis on part aussi à Jérusalem, donc on voyage, on va en Argentine, à Jérusalem, on va au Liban, au cœur de cette enquête. Voilà. Voilà. Un roman quête, effectivement, comme Xavier, Ma vie sans moustache aux éditions Albin Michel. Donc, il a dit qu'il sort le 27 avril, hein, donc c'est là, tout proche. Hein. C'est ça, ça sort le 27 avril. Et alors, effectivement, en ce moment, j'ai une mauvaise fréquentation hein, entre Ligonès, Hitler. Puis c'est marrant parce que là, on est dans l'antithèse un petit peu de Ligonès, puisque Ligonès, je dis qu'il ne s'est pas suicidé, voilà, et qu'il est toujours vivant. Et pour Hitler, c'est un petit peu le contraire. Je dis, oui, bien sûr, il s'est suicidé. Il n'est pas allé vivre ensuite en Argentine. Voilà. De toute façon, quoi qu'il en soit, il est mort. Hein. Il aurait 136 ans maintenant. Oui. Voilà, donc, voilà, il est forcément mort. Ben, j'espère pour lui, oui. Donc, voilà, ce livre, Ma vie sans moustache aux éditions Albin Michel, qui sort le 27 avril. Donc, encore un livre à découvrir. Plusieurs casquettes, Romain, tu nous en as parlé au début, dont celui d'artiste. Est-ce que tu peux nous en parler? Ah, artiste, tu veux dire de peinture. Bah, c'est Pour moi, ça, bien artiste, sûr. oui, pour moi, artiste, c'est pas forcément peintre. Pour moi, Ah artiste, oui, c'est parce que j'ai vu la question de Dominique aussi qui dit que tu as une table de mixage derrière, mais tu es aussi compositeur. Enfin, c'est vrai oui, que oui, tu je as... suis compositeur. Là, on est dans le studio, justement. On est au studio Fakir, là. J'ai un studio d'enregistrement professionnel chez moi. Donc, ouais, parce que voilà, c'est des amours. La musique, c'est un amour de jeunesse. J'ai fait de la musique presque avant même d'écrire. Et je voulais vraiment, ça c'était mon but dans la vie, de percer dans la musique. D'ailleurs, pour le petit truc marrant, c'est que j'étais dans la classe de Mathias Malzieu, qui est le chanteur de Dionysos, qui est aussi écrivain chez Albin Michel. Oui, Et on était ensemble à l'école. Et lui, pour le coup, il a percé. Et moi, j'étais dans d'autres groupes de l'époque. On faisait des concerts ensemble à chaque fois, parce qu'il n'y avait que deux groupes à l'époque sur Valence. C'était Dionysos et Bulb. Et moi, j'étais dans Bulb, voilà. Sauf qu'après, ben, Bulb, ça s'est un petit peu éclaté, tout ça. Mais voilà, j'ai jamais percé dans la musique. Mais j'ai toujours fait de la musique. C'est quelque chose qui m'a toujours accompagné. Euh, et voilà, la peinture, ben, c'est quelque chose qui est arrivé assez tard, parce que moi, j'aime beaucoup dessiner. J'aime surtout les couleurs. Là, vous pouvez le voir à l'image. Mes tableaux sont
très, très colorés. J'aime pas les mélanges de couleurs, en fait. Moi, je fais avec des Posca qui sont des feutres de couleurs et je conserve les couleurs pures. Le jaune, c'est du jaune qui n'est pas mélangé, c'est du jaune-jaune. Le bleu, c'est du bleu-bleu. Enfin, voilà. Ce sont des couleurs que je laisse originelles euh, parce que j'aime vraiment les couleurs vives comme ça. Chez moi, c'est tout blanc. Et en fait, j'ai fait ça, c'était pour moi. Ça n'avait pas vocation à être vendu ou partagé, tout ça. C'était des dessins que je faisais chez moi et que j'encadrais, que je mettais sur mes murs blancs de la Villa Fakir, qui sont tout blancs, sauf ici où on est dans le studio et les murs sont noirs. Mais tout le reste de la maison, les murs sont blancs. Et c'est un truc assez marrant, puisqu'un jour, j'ai fait un tableau que j'ai accroché, j'ai encadré et que j'ai mis sur la porte de ma chambre. Et je l'ai mis sur Instagram, voilà. Et puis une personne m'a demandé s'il était à la vente. C'était celui-là, justement. Oui, Et oui, j'ai vu. on m'a demandé s'il était à la vente. J'ai dit, ouais, Et évidemment, je l'ai vendu et j'ai donc dû en refaire un autre. J'ai dû l'enlever. J'ai dû en refaire un autre pour le mettre. Et je l'ai posté et il a été acheté. Et ça a été une avalanche. Une avalanche en quelques jours. J'ai dû en faire beaucoup parce que j'avais une très grande demande. Voilà. Et donc là, je continue à peindre et voilà, j'ai toujours des gens qui me font des commandes. Comme on a vu un petit chien, ben, c'est une dame qui voulait que je fasse son petit chien et tout ça. Alors c'est un style, c'est mon style à moi. Voilà, c'est très naïf, c'est très coloré. Voilà, c'est mon style à moi. Mais comme je dis, j'ai aucune prétention. C'était pas destiné à être vendu ni rien. C'est juste que je faisais ça pour moi et bon, et il y a des gens qui ont aimé. Et c'est ça l'art. C'est ça l'art, c'est que ça nous touche ou pas. Il y a des choses. Il y a des choses, je peux dire, oh, c'est simple, ça a été fait, mais ça me touche et ça me plaît. Et des choses qui ont été faites, qui ont peut-être demandé des années et des années de travail, et puis ça ne me touche pas. C'est vraiment une émotion, la peinture. Voilà. Mais je dirais presque que c'est pas un hasard si tu as lancé la peinture, ce qui me semble avoir entendu une interview de toi où tu disais qu'être écrivain, c'était de peindre les murs qui nous entourent de couleurs, du vert, du Oui. rouge, du bleu, du jaune. Je me trompe pas, hein, c'est bien toi qui avais dit ça. Oui. J'ai dit être écrivain, c'est peindre des murs en rose, en jaune et tout ça. Et c'est vrai. Moi, quand je lis un livre, il me plonge dans une autre réalité. Il me sort de mon quotidien, il me fait partir et tout ça. Et c'est pour ça que dans mes couvertures sont jaunes, sont très roses, sont très bleues. Elles sont Parce très, que très colorées, effectivement. j'aime voilà, ces couleurs-là très flashy, très vives, qui permettent un peu de peindre les murs gris de notre réalité, de notre existence, qui est pas toujours gai. Donc voilà, dans mes livres, je fais ce que je veux. Dans mes livres, je change l'ordre du monde. Je peux éradiquer la violence. Je peux faire ce que je veux. Je suis le dieu de mes livres. Et ça, c'est merveilleux de pouvoir changer ça. Bien sûr, mais en Pas tout dans la cas. réalité, malheureusement. Eh ben, en tout cas, on rappelle qu'on peut donc retrouver donc tous tes tableaux. On peut te suivre sur Instagram, donc romainpuertolas.art. Donc ça, c'est pour tout ce qui concerne effectivement donc ton actualité artistique au niveau de la peinture. Et si on veut suivre ton activité littéraire, que ça soit donc pour ce livre Comment j'ai retrouvé Dupont de Ligonnès et le prochain qui, on le rappelle, sortira le 27 avril chez Albin Michel. Donc il faudra revenir pour nous parler de ce livre. On peut te retrouver sur Instagram, Romain Puertolas officiel. De monsieur Adolphe, oui, avec Bien grand sûr. plaisir. Avec toujours la chronique de Sonia, l'extrait de Marie. Ah ben exactement, faudra. Je dis avec l'extrait de Marie, la chronique de Sonia, ça peut oui. faire une très belle émission. Oui, bien sûr. Voilà. Il y a Romain. Il y a Laurent qui nous dit merci Romain d'apporter de la couleur dans nos vies. C'est vrai qu'on en a bien besoin en ce moment. Ah, c'est gentil. Oui, en ce moment, c'est marrant parce que ça fait des années que les gens disent en ce moment. C'est toujours. Oui, mais c'est vrai qu'en ce moment, c'est particulier. Les gens me disaient, ça fait du bien que vous sortiez ce livre maintenant, ouais, tout ça. Ouais. Et j'ai entendu cette phrase tout le temps, en fait. Donc, effectivement, on a toujours besoin, en fait. Tu sais, Voilà. je pense que ça... Hier, j'en parlais à la boxe. Il y a un mec avec moi à la boxe. Et il voit mon t-shirt, et j'ai un t-shirt de mon club de sport qui met For a Better World, hein, pour un monde meilleur. Et il me dit, ouais, ça serait bien un monde meilleur. Et je dis, mais c'est difficile avec les êtres humains. L'être humain, en fait, est pluriel. C'est l'être humain qui fait que les choses sont difficiles. Il est capable du merveilleux. Du meilleur. Et il est capable du pire. Et toutes les guerres et la violence et tout ça,
c'est l'être humain qui l'engendre. On n'arrive pas à vivre en paix. C'est pas possible. L'être humain est toujours en train de critiquer, toujours en train de se battre pour n'importe quoi, pour des conneries. Même quand il va faire les courses, il faut qu'il se batte contre le prix qu'on lui impose, ou contre le produit, contre le machin, contre le truc. On se bat toute notre journée. L'être humain est comme ça. Et donc voilà. Bon. Et donc j'essaye de rire et de faire rire les lecteurs. Moi, c'est déjà ça le prix de rire. Et en tout cas, on passe un agréable moment, je te remercie. Et il y a Gary qui nous dit: Romain, ton univers de peinture semble très éloigné de ton univers littéraire. Y a-t-il une intersection malgré tout? Ah ouais, non, je trouve pas, moi. Je trouve que c'est pareil. J'écris comme je peins, ou je peins comme j'écris, avec des couleurs. Dans mes livres, il y a toujours plein de couleurs. Tout est toujours très exagéré, comme dans mes peintures. Tout est exagéré, les traits sont très exagérés, et c'est pas des choses minutieuses. C'est des trucs, voilà. Et donc, moi, personnellement, je trouve pas que ce soit éloigné. Voilà. Merci beaucoup. J'aimerais bien aussi qu'on évoque, avant la question de l'invité, on voit le bandeau circuler, c'est que tu as participé, et tu en as parlé en début d'émission, à l'émission Les Traîtres. Et tu nous racontais une anecdote en coulisses, en fin de compte, que c'est des enfants qui demandent des photos avec toi parce qu'ils t'ont vu à la télévision. Ah ouais, maintenant, c'est Disney dans les salons du livre. Moi, j'ai des enfants qui viennent me voir et qui viennent se prendre en photo avec moi et tout ça. Je suis l'ami des enfants maintenant, depuis que j'ai été dans Les Traîtres. Voilà, qui a été une expérience merveilleuse, géniale. Ça a été un petit peu dur pour moi parce que, voilà, en étant ancien flic, effectivement, j'étais le seul à jouer ma crédibilité là-dedans. Et il est impossible de détecter le mensonge. Je le dis et je le redis, stop aux séries, stop aux machins et aux trucs. Il n'y a aucune méthode fiable pour savoir si une personne ment ou pas. Voilà, ça, c'est pas possible. Et la personne qui vous dit le contraire, c'est un menteur, justement. Voilà. Donc, effectivement, quand je me suis retrouvé là, au milieu de ça, ce qui me faisait rire, c'est que d'un coup, il lançait les caméras et il disait « Allez, on enquête, allez, vous enquêtez !» Et je leur disais « Mais on enquête sur quoi? Il n'y a rien à enquêter. » C'est ça qui est marrant dans ce jeu, qui est génial. C'est que on enquête alors qu'il n'y a pas d'enquête, et on ne peut pas enquêter, puisqu'il faut trouver les gens qui mentent ou qui ne mentent pas. Et comme je le dis, ce n'est pas possible. Et puis, il n'y a pas de preuve, puisqu'il n'y a pas d'infraction, il n'y a rien. Nous, dans la police, vous savez, les policiers, on nous critique tout le temps, mais on est des gens qui sommes attachés aux faits. Nous, on part sur des faits. On a des intuitions, des trucs comme ça, effectivement, parce que, vous savez, c'est redondant et l'être humain, il n'est pas capable de beaucoup de choses. Hein. Il est assez basique, hein, c'est assez simple. Mais on est attaché aux faits. On fait, voilà, téléphone, paf, ce mec-là, il a téléphoné à cette personne-là, tel jour, à tel moment, il a dit ça, voilà. C'est comme ça, on fait une enquête policière sur des faits, pas sur des intuitions, pas sur des théories, des choses comme ça. Or là, c'est exactement le cas. Et puis, il y a ce truc gratuit qui est d'accuser gratuitement. Donc, tous les jours, quelqu'un à la table ronde, on doit accuser gratuitement quelqu'un, ce qui pose effectivement beaucoup de problèmes, puisque la personne va ensuite se retourner contre vous. Et voilà, et c'est ce qui fait le massacre, c'est ce qui fait le sang dans ce jeu-là. Et les loyaux perdent tout le temps, évidemment, puisque une minorité informée est toujours plus efficace et gagne toujours une majorité qui est désinformée et sans les preuves. Ouais, Donc, en tout cas, c'est. quand on croit que Florian nous ment parce qu'il a paupières qui tressautent ou quelque chose, donc c'est pas vrai, quoi. Non. Le clignement des yeux et tout, c'est faux, quoi. Mais de toute façon, je ne mens pas, moi, je ne mens pas. Ça peut marcher une fois sur 10 et tout ça, mais voilà, ça marchera pas 100% et ça marchera pas tout le temps. Donc non, il n'y a aucune technique. Aucune technique. Non. Le jour où ils nous feront des TAC, des résonances magnétiques qui permettront de détecter une partie du cerveau qui est en ce moment même en train d'inventer et de créer, voilà, là, ok, on pourra dire, ce mec-là, cette femme, elle ment. Mais jusque-là, non. Et heureusement, je dirais, parce que c'est notre jardin secret, pouvoir mentir, ouf, heureusement, c'est tellement bon de mentir. Le mensonge est nécessaire. On ment tous, je ne sais pas combien de fois, j'avais vu des analyses, des études, parce qu'il y a des études scientifiques pour tout, mais on ment, je ne sais pas combien de fois à la journée. Et heureusement, on ne pourrait pas vivre ensemble déjà. L'éducation, c'est du mensonge. Et plein de choses comme ça. Ne pas dire la vérité, c'est du mensonge. Après, il y a du vrai mensonge et puis il y a les petits mensonges. Mais en tout cas, heureusement que personne, qu'il n'y a pas une ampoule qui s'allume en rouge quand on ment. Heureusement. Il y en a certains, ils passeraient leur temps à clignoter. Hein. Heureusement que personne n'a deviné que je mentais. Sans ça, on ne serait pas libre, en fait.
Ouais. Donc, Heureusement que Exactement. personne n'a c'est deviné libre. que je mentais, que j'avais pas aimé du tout ce livre, et puis voilà quoi. Exactement, ce qui est peut-être le cas, mais tu ne l'as pas dit par éducation pour le programme et tout ça. Et voilà. Mais en tout cas, il y a forcément du mensonge partout. Voilà. Et on le sait tous, c'est pas Et grave. ceux qui me connaissent savent que quand j'aime pas un roman, en principe, voilà. C'est vrai qu'elle le dit, voilà. Donc Sonia traite ou loyal, ça, on le sait pas. Ouais, c'est ça. Voilà. Mais en tout cas, merci Ouais. de nous avoir raconté un petit peu ces coulisses, parce que c'est vrai que quand on regarde l'émission, on est toujours en train de se dire, genre, une petite souris. C'est vrai que quand vous vous retrouvez autour de cette table ronde, on voit les regards qui se lancent, celui qui a la goutte qui coule ici. Voilà, Ouais. c'est des signes. Alors, je le sais, moi, pour l'avoir vécu et pour avoir été spectateur, vous avez un montage. Effectivement, le spectateur, il a tout. Déjà, le spectateur, il sait qui est traître et qui est loyal. Voilà. Donc, à partir de ça, tu peux voir les indices que tu veux, puisque tu sais déjà la Ouais, réponse. c'est vrai Donc, aussi, si tu oui, ne c'est connais pas vrai. la réponse, tu es complètement largué. Et puis ensuite, le montage est fait que, bien entendu, quand une personne dit quelque chose ou qu'il y a quelque chose à voir, on centre la caméra sur cette personne-là au montage, et donc le spectateur le voit. Mais toi, quand tu es à la table ronde Oui, avec 19 autres personnes, tu n'as pas une caméra qui te centre la personne au moment où elle dit quelque chose, tu comprends? Donc bien sûr. effectivement, quand tu vis ça, tu nages complètement dans la choucroute, complètement. Mais le spectateur, Nagez il dans la regarde ça, il choucroute. dit, putain, mais qu'est-ce qu'il est con, Romain, putain, il voit pas là qu'on est en train de Ah, moi, je l'ai mentir. pas dit, hein. Moi, Putain, j'ai il est rien dit, moi. bouffé, il le voit pas. Non, non, tu le vois pas. Tu le vois pas parce que il se passe 10 000 trucs en même temps. Hmm. Donc, tu Et vois pas et tu, tu passes pour un con. Mais voilà, il faut assumer. Moi, j'assume hein, de passer pour un con toujours, donc il n'y a aucun problème. tu l'as gardé, la cape rouge, ou ils te l'ont, La quoi? la cape, la cape rouge Ah que non, tu la as sur cape, la c'était photo? juste pour les photos. Non, non, j'ai pas gardé. Oh. Dommage, hein? Ça serait Ah sympa. bah, si tu m'avais dit je l'ai, je t'aurais dit la prochaine émission, tu l'as fait avec la cape, hein. Ouais, pour les petites soirées Et, romantiques, c'est pas mal, la cape. ouais. Et vu que je sais que Julia nous regarde, elle sait que tout ce qui est dit dans cette émission, on le fait, hein. D'ailleurs, quand on parle de Julia, c'est l'auteur qui est passé la semaine dernière et qui t'a posé Oui. une question. Est-ce que tu veux Ah, écouter sa question? bien sûr. Allez, la question de l'invité. Donc mercredi, on a reçu donc Julia Brandon qui est venue donc nous présenter son livre Vita aux éditions des auteurs des livres. Donc tu peux le voir effectivement, la plume marseillaise de l'année. On peut le dire, elle est pas là, mais je sais que si elle nous regarde, je peux le dire encore, la plume marseillaise de l'année 2024. Voici sa question pour toi, Romain. Alors, j'ai vu qu'il était policier et je sais, pour avoir des personnes qui travaillent dans le milieu médical aussi, que parfois il y a certaines histoires qui paraissent totalement absurdes et invraisemblables alors que c'est la réalité pure. Et je me demandais si dans le milieu, donc du coup, policier, euh, la réalité peut parfois dépasser la fiction, mais est-ce que pour écrire un roman, on est obligé d'arrondir les angles pour faire une histoire vraisemblable? Parce que je sais qu'il y a des choses qui peuvent être absolument dingues, on a du mal à croire, mais qui sont vraies. Est-ce qu'il a arrondi les angles dans son roman ou est-ce qu'il a dit la stricte vérité, j'ai envie de dire? Voilà la question de Julia Brandon, la plume marseillaise de l'année pour son livre Vita. Romain, qu'est-ce que tu as envie de lui répondre? Alors c'est bien, bon, sa question, elle a plein de facettes en fait, elle soulève plein de petites questions. Déjà, l'histoire dans la police, ce qu'on voit, est-ce que ça dépasse la réalité et tout ça, enfin la fiction, pardon. Oui, alors ça c'est oui et non. C'est-à-dire que oui, on voit des trucs qui sont invraisemblables, sauf que c'est vrai, voilà, c'est pas dans les bouquins. Et puis, au contraire, non, dans la police, on se heurte aux choses très basiques en fait. On n'est pas dans des Agatha Christie où les affaires criminelles sont très compliquées, il faut chercher l'assassin, machin. C'est vachement simple, en fait. Dans le cas de l'affaire Ligonnès, par exemple, il n'y a pas de question à se poser sur la culpabilité de Xavier Dupont-Ligonnès. Voilà, c'est l'avocat qui va essayer, c'est l'avocat de la famille Ligonnès qui va essayer de s'engager dans la brèche pour dire ah mais on n'est pas sûr que ce soit lui, tout ça. Ouais, c'est un jeu pour lui. Mais dans la police, on est persuadé que c'est lui, bien entendu. Et bien entendu, parce qu'on voit ça, alors j'allais dire tous les jours, mais non, heureusement. Mais voilà. Et puis ensuite, alors est-ce qu'on arrondit les angles et tout ça? Alors oui, là aussi, on en vient au truc des. Moi, vous savez, je ne regarde pas de séries policières, les séries Netflix, les séries, etc. Je ne regarde jamais de séries policières parce qu'il n'y a que des erreurs. Voilà. Ça ne ressemble en rien à ce qu'on fait dans la police. C'est de la science-fiction.
déjà les moyens technologiques qu'ils ont, c'est de la science-fiction. Voilà. Euh, donc en fait, dans les livres, moi j'essaye d'être le plus près de la réalité. Et dans l'affaire Ligonnès, là je suis vraiment dans la réalité parce que c'est une enquête réelle que je mène. Donc là, j'arrondis pas les angles. D'ailleurs, les choses, je les dis très crûment quand je dis qu'il y a des choses qui me paraissent inexplicables au niveau de l'instruction, que le juge d'instruction a demandé à faire ça, qu'on est allé déployer des effectifs de gendarmerie, de police, etc. Sur le rocher de Roquebrune, qui n'a rien à voir avec la choucroute du Formule 1, qui est la direction dans laquelle s'en va Xavier Dupont-Ligonnès et vers le nord. Le rocher de Roquebrune est complètement à l'opposé, à plusieurs kilomètres de là. On n'avait pas à faire les recherches là-bas, il fallait faire les recherches à côté du Formule 1, du bois du Formule 1. Ça n'a pas été fait. Des choses comme ça, je le dis crûment. Voilà, donc j'arrondis pas les angles. Je suis quelqu'un qui est toujours sincère et transparent, et je dis les choses, même si ça me cause du tort après, même si on me saute dessus après, c'est pas grave, j'assume ce que je fais et j'assume ce que je dis. Voilà, et ça, personne peut me l'enlever ou me le reprocher, du moins. En tout cas, merci à toi pour cette franchise et de répondre ce soir à toutes les questions. Ça te fait quoi justement de répondre aux questions? D'habitude, c'est l'inverse, c'est toi qui poses les questions et c'est les autres qui doivent répondre. Moi? Ah non, moi je pose. Ah oui, d'accord. Oui, dans ton ancien... En tant qu'écrivain, non, je ne pose pas de questions. Oui, non, c'était évidemment, vu que tu parlais de ton activité de policier, c'est toi qui posais les questions. Mais bon, rassure-toi. Il y a quelque chose de relaxant. J'ai plus à poser les questions, j'ai seulement à y répondre. C'est plus facile de répondre à une question que de poser une question. Oui, bon, on en parlait tout à l'heure. Attends d'arriver avec Séraphine, on va voir, on en reparle après. Coup de pression, tu vois. Donc voilà, donc t'as répondu à la question donc de Julien Brandon, et on l'annonce ce vendredi, on recevra donc un autre roi du polar, du thriller, donc Alexis Lepsker, qui viendra donc nous présenter, Sonia, son livre À couper le souffle aux éditions Michel Lafon. Donc un livre effectivement, on s'asphyxie en le lisant. Juste avant que Séraphine, avant que Romain pose sa question pour Alexis, qu'est-ce que tu peux nous dire rapidement sur ce livre? Dès la première page, de toute façon, on manque d'air, on étouffe. C'est vraiment, le titre correspond très bien dès la première page, en fait. C'est un thriller psychologique, et il y a des détails très... Quand j'ai lu le livre, en fait, j'imaginais Marie en train de faire l'extrait, essayer de mettre le bruit derrière, les ongles arrachés, les choses comme ça. Mais je me suis éclatée en le lisant, et je pense que Marie s'est éclatée aussi en faisant la bande-son après. Je confirme, effectivement. Donc voilà, Alexis Lepsker qui sera avec nous ce vendredi. Cher Romain, quelle est la question que tu as envie de poser à Alexis? Alexis, je sais que tu es un grand champion de poker et un grand écrivain. Donc j'aimerais, et puis là c'est une question facile, mais j'aimerais savoir si, et comment tu fais, mais si ton actif, on va dire, de joueur de poker et donc de bluffeur, comment ça t'aide en fait à écrire tes livres, et quelle est la part du bluffeur et de poker et la part de l'écrivain dans tes romans? Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Eh bien, écoute, merci à toi, Romain. Donc, on lui posera cette question, on diffusera cette question lors du prochain live, vendredi 14 mars, pour son livre À couper le souffle aux éditions Michel Lafon. Et on le disait en ce début d'émission, vous pouvez retrouver donc tous les lives en direct ou en rediffusion tous les mercredis et les vendredis à partir de 19h30. Voilà. Donc, encore une fois, merci à toi, Romain. Sonia, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non, pas pour l'instant. Non. En tout cas, il y a Laure, cher Romain, qui nous dit merci Romain pour toutes ces couleurs et ces rires dans tes œuvres au pluriel, ça nous fait du bien. Donc merci à toi Laure, et Marc aussi, parce que je sais qu'il est jamais très loin, donc bisous à tous les deux. Merci, Cécile Torres qui nous dit merci à tous, merci Romain, on t'attend à Paris 17 comme l'année dernière. Voilà. Petit problème. Paris 17, alors Paris 17. C'est peut-être un smiley peut-être. T'attends à Paris en tout cas. Ok, alors si c'est le salon du livre, je pense pas y être parce que le livre sort après. Par contre, je serai dans une librairie parisienne, oui, dès la sortie du livre. Ouais. C'est peut-être dans le 17e arrondissement. Je pense, Paris 17, ça doit être Paris 17e, comme ici on dit Marseille 15, effectivement. Merci. Merci beaucoup. Écoute, il est temps d'accueillir notre chère grilleuse, Séraphine Matin. Séraphine, Oui. qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce live? Déjà mort de rien. Oui, non, mais toujours.
Bon, elle a bugué. Non, 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 mais c'est pas là. Tu me prends de court quand j'arrive, tu me sors un truc improbable. Bah écoute, tu sais très bien qu'après la question de Romain, tu allais arriver. J'aime bien. Elle découvre l'émission chaque jour alors qu'elle est à une autre tous les mercredis et vendredis soirs. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire? Qu'est-ce que tu peux nous dire? Le multicasquette, on en était au multicasquette, effectivement, j'adore le côté capable de tout. La table, elle est immense derrière, c'est impressionnant. Mais ce que j'aime bien, c'est l'espoir qu'il y a dans tout ça, parce qu'en fait, tu as écrit des romans avant d'être publié, en pensant pas que tu allais être publié, tu as fait de la musique, et tu en fais toujours, mais en fait, tu fais pas les choses en attendant quelque chose. Et je trouve que pour les auteurs en herbe ou tous les gens qui ont éventuellement peur de se lancer, tu es un exemple parfait il suffit de pas attendre quelque chose pour que finalement ça arrive. De livres que tu écris, voilà, que tu essayes de publier au faquin et je dessine comme ça pour moi, pour égayer mes murs. Finalement, je les vends parce que c'est un succès dingue. Donc, je trouve que c'est un bel élan, un bel exemple et un espoir, Ouais. un espoir incarné. Voilà. Oui, ben, non, écoute, c'est vrai ce que tu dis. Il faut faire les choses parce qu'on aime les faire. Il faut les faire par passion. euh, et il faut les faire très sérieusement, même si c'est lu par personne, même si c'est vu par personne, même si c'est entendu ou écouté par personne. Il faut les faire de manière professionnelle. Et ça, j'ai toujours fait. C'est-à-dire que moi, comme je l'ai expliqué avant, je suis quelqu'un qui suis passionné à 1000% par les choses. Et quand je m'intéresse à un truc, ah ben alors je lis tous les bouquins qui sont sur le sujet, je vous fais tous les trucs, je passe des diplômes d'État, des concours d'État, tout, 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 tout. Et je le fais de manière très sérieuse. Ben, ça a été comme ça pour la musique, ça a été comme ça pour l'écriture, alors que j'en attendais rien. Pour la musique, oui, je voulais en faire un métier. Ce n'est pas arrivé. Mais pour l'écriture, par exemple, j'ai toujours écrit et toujours pensé à un potentiel lecteur, même si j'étais lu par personne. Et si ça doit arriver, ça arrive. Si ça ne doit pas arriver, ça n'arrive pas. Mais en tout cas, faire les choses au maximum et surtout parce qu'on aime. Voilà, j'ai beaucoup de jeunes qui viennent me voir, qui voient que j'ai écrit un best-seller, effectivement. Sauf qu'on n'écrit pas un best-seller. On écrit un livre et ça devient un best-seller. Voilà. Donc, c'est pas une intention première, c'est pas une ambition d'écrire un best-seller. Sauf que les jeunes, maintenant, ils sont attirés par une espèce de prisme qui est l'inverse, qui est l'argent, bien évidemment, et par la facilité. Et donc, ils veulent écrire, mais ils veulent sortir un best-seller direct. Ou alors, ils veulent être connus directement. Ça, c'est les youtubeurs et tout ça, ils veulent être connus, en fait. Ils gagnaient de l'argent sur ça. Mais à l'époque, c'était pas ça. À l'époque, tu faisais ce que tu aimais, tu y arrivais, et tu devenais connu. Maintenant, c'est le contraire. Les jeunes veulent devenir connus avant d'avoir le truc par lequel ils deviendraient connus, quoi. Donc, c'est un petit peu bizarre. Et voilà, et c'est pas comme ça que ça marche. Tout ne Bah, marche qu'avec la passion et le travail. Moi, je travaille tout le temps, tout le temps. En même temps, je travaille jamais. Je peux dire que je suis toujours en vacances parce qu'effectivement, je ne vais pas au bureau, mais je travaille tout ouais, le temps. Je peux écrire tout le temps, toute la journée, toute la nuit, tout le temps, le dimanche, le samedi, j'ai pas de vacances parce que c'est ma passion d'écrire. ouais. Et en même temps, là, tu dis que ça marche. Et puis finalement, la preuve, tu parlais de l'émission tout à l'heure et que les mains, ils te reconnaissent parce que tu es dans l'émission. Parce que finalement, aujourd'hui, Ouais, le média est un truc de dingue, quoi. c'est ça. Dans un C'est mois, ils m'ont oublié. galvanisé, Ouais, ouais. là. C'est la télé, c'est le pouvoir de l'image, de la télé, du people. Oui, Ouais. oui. Mais bon, il Ça, y a c'est aussi ce dommage pouvoir parce que des mots, les. Comment? heureusement. Il y a aussi ce pouvoir des mots encore, heureusement. Oui, alors moi, si je peux inciter les jeunes à lire et tout ça, c'est merveilleux. Moi, c'est mon ambition les jeunes se retrouvent dans cette passion qui est la passion de la lecture. Hier, c'était la journée mondiale de la lecture. Moi, j'en peux pas, j'en peux plus de ces journées mondiales de merde, parce que le journée mondiale de la femme qui travaille, le journée mondiale de la lecture, non. C'est De la la femme qui chaussette travaille, oui, c'est orpheline. tous les jours et c'est comme ça et on aime. Ou la Saint-Valentin, oui, c'est tous les jours qu'on aime sa femme et la lecture, ben, tous les jours, oui, je lis tous les jours, tout le temps. Je veux pas qu'on me dise aujourd'hui c'est la journée. Alors quoi, alors les gens ils vont lire un quart d'heure. Hier ils se sont sentis bien. C'est quoi l'histoire? Non, faut arrêter avec les journées mondiales, hein. Donc
Mais voilà, il faut. Mais en tout cas, si je peux inciter des jeunes comme J.K. Rowling, alors sans me comparer à elle, bien évidemment, mais a pu le faire avec Harry Potter. Harry Potter, on peut Mm. critiquer, on peut dire que c'est de la merde, on peut dire ce qu'on veut. Les gens sont libres de penser ce qu'ils veulent, hein. Mais J.K. Rowling, elle a eu un truc, c'est qu'elle a fait lire des bouquins de 500 pages à des gamins, quoi. Et ça, c'est merveilleux, ça, c'est super. Donc voilà, il faut arrêter de critiquer. Non, puis tout l'univers, enfin oui, effectivement, comme tu dis, c'est que bien écrit, pas bien écrit, t'aimes pas, mais l'univers qu'elle a créé, tu peux pas cracher dessus, c'est pas Ah, possible. bien sûr, bien sûr. Une imagination pareille, c'est incroyable. Mais c'est marrant d'ailleurs parce que tu as beaucoup d'humour, tu es assez calme, dans ton attitude, et pourtant sur plein de sujets, tu pars au quart de tour, il y a énormément de passion, mais du coup, sur certains sujets, il y a presque de la colère. C'est incroyable comme tu es investi, envahi par certaines émotions. Ouais, c'est un petit peu mon problème. Je suis pas trop une personne diplomate. C'est-à-dire que tu sais, quand je suis allé au traître, je me suis dit, si je commence à faire mon procureur de la République, à commencer à pointer du doigt, machin, je vais me faire virer direct. Je me suis dit, je vais analyser, je vais observer, je vais rester tranquille et tout ça. Bon, ça a duré quelques heures. Le naturel est revenu. Je suis quelqu'un de très passionné, et c'est ça le passionné, passionnel. Et c'est comme ça, c'est-à-dire que je démarre au quart de tour pour plein de choses, quoi. Et voilà. Bon. C'est bien, tant mieux. Mais justement, tu es multitâche, multimétier, multipassion. C'est quoi ce besoin de beaucoup? Ouais. C'est vrai que c'est un besoin de beaucoup. J'ai énormément, je suis très prolixe. J'ai une production ahurissante de livres. Oui, C'est-à-dire que j'écris énormément. Je peux écrire un roman en 12 jours. C'est mon record. 12 jours pour écrire un roman. Je veux dire, il faut les chercher, les écrivains qui écrivent si c'est rapidement. clair. Mais c'est comme ça. Mais pourquoi? Parce que je suis passionné, que je fais ça à donf, dedans. Je me plonge dedans à fond. Et je suis très rapide et je travaille très rapidement en fait. Et j'ai toujours eu cette faculté de travailler très rapidement. Après, on aime ou on n'aime pas mon boulot et on peut juger, on peut dire ce qu'on veut. Mais en tout cas, ce que vous lisez, c'est écrit très rapidement. Et, Lequel a écrit et en 12 jours, je peux te demander? comment? Lequel tu as écrit en 12 jours? Je ne l'ai pas publié celui-là parce que j'écris beaucoup Ah qui n'est pas publié évidemment, puisque oui. j'en sors un par an. Et par an, j'en écris moi, j'écris 20 bouquins par an. Ah ah ouais, d'accord. Et ouais. Et comment tu Donc, sélectionnes ce que tu présentes? comment? Tu sélectionnes ce que... Au coup de cœur. Comme pour tout, la passion, le coup de cœur, il y en a un qui m'attire plus, que j'ai plus envie de plébisciter que les autres, où je me dis aussi, parce que attention, il faut y penser, il y en a où je me dis ça va plus marcher que celui-là. Il y a une démarche, tu sais, quand tu fais ça pour vivre, il y a Bien automatiquement sûr. une démarche, on va pas dire marketing, mais tu te dis ce Mm. sujet-là, il peut parler à plus de monde que ce sujet-là qui est peut-être un petit peu plus particulier ou personnel. Là, pour le coup, pour Ligonesse, j'ai réussi à concilier le très personnel, qui est mon émotion sur cette affaire-là, et le grand public. Je ne m'attendais pas au succès. Ça, je peux te dire, je ne m'attendais pas du tout au succès de Ligonesse. Je pensais que j'allais pas en vendre beaucoup, et ça a été un best-seller. On ne s'attend jamais, en fait. Il n'y a pas de recette. J'ai des livres qui ont très mal marché. Les Ravissantes a très mal marché. Et c'est le livre où j'ai le plus travaillé. C'est le livre Ah, où me le suis le plus documenté. C'est le livre que j'ai mis le plus de temps à écrire. J'ai mis 3 mois pour l'écrire. Euh, il n'a pas marché du tout. Donc j'ai l'impression que ce qui marche chez moi, c'est mon naturel, c'est ma rapidité, c'est que la peinture, c'est pareil. On parlait de peinture tout à l'heure. Je mm. prends très rapidement. À partir du moment où je commence à faire des choses qui durent et tout ça, pour moi, ça marche pas, ça vaut rien. Chez moi, c'est le naturel qui gagne en fait. Et les gens s'amusent plus avec des choses que j'ai écrites au naturel, rapidement, comme ça, parce que c'est ce qui sort. En fait, ce qui est bien, c'est mon naturel. À partir du moment Mm. où je mets trop de travail dessus, c'est que c'est mauvais, c'est pas bon. D'accord, j'aime beaucoup. Et tes personnages ont évolué parce on avait j'ai bien aimé le collectionneur d'étiquettes de melons français. Beaucoup aimé le, le, le- ah, c'était
Bah, le fakir, bien sûr, enfin, toute l'aventure du fakir. Il y a eu le trisomique Ouais, détective. Enfin, c'est dans le trisomique renifleur d'aisselle aussi. oui. Donc, on avait des personnages enfin, des trucs complètement dingues. Après, on passe t'es parti sur du polar, bon, le polar loufoque aussi, avec toujours des personnages incroyables et des situations de dingue. Les poilars, comme tu as dit, j'ai adoré le côté Mm. polar loufoque poilant. Ouais, voilà. Et là, Mm. on en est au cold case, on en est à Ligonesse, mais ça, c'était quelque chose que tu avais, toi, en tête depuis longtemps. Mais on arrive Mm. du coup sur Hitler. Comment t'expliques cette évolution entre ces contes pour adultes, des personnages très, très, très hauts en couleur, très poétiques, d'arriver ensuite vers du polar et finalement, même si c'est loufoque, sur du un peu plus sombre, et aujourd'hui sur du concret. Ouais, mais si tu regardes, il n'y a pas de grande différence. C'est toujours des personnages hauts en couleur. Oui, Hitler, c'est un personnage haut en couleur. Je veux dire, on en pense ce qu'on veut et tout ça, mais c'est pas un mec qui est passé, c'est pas un mec qui est passé inaperçu dans la vie, tu vois. c'est un personnage, Ligonesse, quoi qu'il c'est arrive. Oui. exactement pareil. Donc en Mm, fait, mm, je mm. m'attache toujours à des personnages qui sont hors norme, on va dire. Hitler était une personne hors norme. Ligonesse est une personne hors norme. Et tous les personnages que j'ai inventés, puisque là, pour le coup, les deux derniers romans, c'est des personnes qui existent. Mhm. J'avais traité aussi une personne qui existait, c'était Napoléon dans Revue de l'Empereur. Oui, Mais tout le reste, ce sont des personnes inventées. Mais oui, le point commun, c'est que ce sont des personnes qui sortent du lot, en fait. Voilà. Parce qu'en fait, pour moi, la lecture, c'est partir dans quelque chose d'énorme, dans un voyage fantastique avec des personnages que tu rencontrerais pas comme ça au coin de la rue, tu vois. Euh, pour moi, c'est ça, ouvrir un livre. Il y a d'autres personnes qui vont te dire que dans la lecture, ils cherchent la commodité de leur vie et tout ça. Moi, non. Moi, un mm, livre où il se passe rien, où les personnages sont les personnes que je croise toute la journée, où leurs actions, c'est des choses qu'on voit tous les jours, tout ça, ça m'attire pas. Moi, il me faut mm. quelque chose qui me sorte de mon univers, en fait, qui me sorte de la vie réelle, du quotidien. Voilà. Moi, en tout cas, quand Mm. j'écris, puisque je suis mon premier lecteur, puisque quand j'écris, j'écris pour moi, pour vivre une histoire folle. Donc c'est pour ça que j'emmène mes lecteurs dans une histoire folle. Et là, Hitler, ça s'est imposé parce que c'est venu d'une histoire vraie, et ensuite c'est devenu un roman et une enquête parce que c'est une histoire folle, qu'il y ait des gens Oui, qui croient à une ville entière, qui croient que Hitler a vécu là-bas et tout ça, c'est une histoire folle. Et c'est ça que je mets dans mon livre. c'est dingue. Et du coup, enfin, tu as fait aussi énormément de métiers. On en a parlé un petit peu tout à l'heure, Mhm. mais il y a tous ceux dont on n'a même pas parlé. Du coup, c'est quoi le prochain? Ton prochain métier? Qu'est-ce que tu as encore? Mais non, mais tu sais, j'ai trouvé le métier qui était fait pour moi, en fait. D'accord. Soit c'était agent secret, mais je me suis rendu compte qu'agent secret, c'est pas du tout James Bond. J'ai été, moi, à la DGSE, et j'ai vu ce que c'était, et c'est pas du tout ça. Donc voilà. Donc c'est mieux James Bond. Euh, et donc l'autre truc, c'est écrivain. C'est-à-dire que je peux être qui je veux. Je peux vivre ce que je veux. Je peux vivre où je veux. C'est-à-dire tout ce que j'ai fait avant dans ma vraie vie, qui est un bagage immense d'expériences et de vécu que j'ai en moi et dans lesquels je peux puiser. Maintenant, je peux le faire sans passer de concours, sans passer de concours, sans aller C'est vivre vrai. là ou là, sans passer 10 années d'études, sans faire, je sais pas. Donc, dans la commodité, dans le confort, on va dire, de ma vie installée, eh bien, je peux être un voyou, je peux être astronaute, je peux être un pompier, un médecin, demain, je peux être qui je veux. Et donc, en fait, j'ai réussi à trouver la recette pour moi, qui est d'être multiple et d'être, voilà. Donc pour moi, c'est parfait. J'ai trouvé le métier qui est parfait pour moi. Ah, c'est génial. C'est terrible. J'ai une dernière question. Je veux savoir Ouais. pourquoi est-ce que Franck Andrea, il veut sauver la peau de Romain Portela? Alors Franck, c'est assez amusant. On s'est rencontrés en Belgique, puisqu'il est belge, il vit à Bruxelles ou à côté de Bruxelles. Et on s'est rencontrés là-bas dans un salon, en fait. Et, euh, et je sais pas, il est comme, on va dire, tombé amoureux de moi ou de mon œuvre. Et d'un Ton coup, il s'est mis à univers, tout bien sûr. dévorer. Il a acheté le Oui. Fakir, il l'a lu. Ah, il m'a dit, j'ai adoré. Il a acheté un autre livre, l'autre livre, l'autre livre. Et en quelques jours, il a lu tous mes romans. Et, euh,
Et ensuite, il m'a écrit un jour, il m'a dit, Romain, je peux écrire un roman sur toi, avec toi comme personnage, et tes personnages et tout ça. Donc voilà, c'est une histoire qui m'a paru merveilleuse. Quand je vais en Belgique, j'essaye de le voir et tout. Et donc, c'est une histoire super. Enfin, voilà, c'est joli. Quelqu'un de passionné, lui aussi. Quelqu'un de fou et passionné, chose que je suis. Voilà. Il y a beaucoup de. Ça t'a Moi, fait quoi? tout le monde me dit, mais t'es pas belge. Les Belges, quand je vais en Belgique, ils me disent, mais toi, t'es belge. Et c'est vrai, je me reconnais moi, tous les Belges que je connais, ils sont fous et passionnés. C'est ton Et humour donc, qui fait ça, non? comment? C'est ton humour qui fait ça, non? C'est l'humour, j'ai un humour, je pense, un humour belge, j'ai pas, Potache, ouais. on est fou, ouais, ouais, on voit le côté marrant de toute situation, en fait. Oui. Voilà. Et moi, dans la réalité, il m'arrive plein de trucs que je partage sur les réseaux, sur Instagram et tout, sur mon Mhm. Instagram, où il m'arrive que des malheurs dans mes voyages. J'ai une chance, j'ai la chance de Pierre Richard, quoi, dans les voyages, et c'est marrant, et j'en rigole, et les gens en rigolent, et tout ça. Voilà, donc Ah, j'ai donc le rencontré fakir, c'est toi. une seule Belge qui n'avait pas d'humour et qui m'avait critiqué parce que j'avais fait une blague peut-être sur la Belgique, sur le mauvais temps, enfin une connerie, des blagues, je critique tout le monde, je fais des conneries, enfin c'est à prendre au 18e degré. Et non, elle était très sérieuse, ça ne lui avait pas plu du tout. Je dis, bah, écoutez, mais ça me dérange pas du tout que vous soyez plus lectrice de mes livres parce que je veux pas des lecteurs comme vous, quoi. Voilà. Waouh, ça, ça c'est fait. C'est vrai. Mais Faut je de te l'humour dans remercie. la vie, il faut arrêter de prendre les Oui, choses au sérieux, quoi. C'est bon. oui, ça c'est sûr. Ouais, je Mais du coup, je te supporte pas remercie. les gens qui se prennent au sérieux, je supporte pas, mais je supporte pas. C'est le truc que je supporte le moins. Moi, j'aime parler des trucs sérieux dans mes livres, je parle toujours de trucs sérieux, mais d'une manière rigolote. Sinon, c'est pas la peine, ça fait chier. De parler d'un truc triste de manière triste, qu'est-ce que c'est chiant. Ah, mais c'est pour ça que tu es bien chez nous. Tu te sens à la maison. Une émission sérieuse qui ne se prend pas au sérieux. Voilà, exactement. C'est ça qui me plaît. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup à tous les deux, en tout Ouais, cas. tous les quatre. On dirait Voilà, l'Académie des c'est Ouais, Neufs. ça. moi, Ah j'ai oui, je voulu. suis très vieux. Je suis très très vieux. J'ai 150 ans. L'Académie des Neufs, où ils étaient Oui, dans les carrés. j'ai 6 mois de plus que toi, hein, alors ça arrête, ça suffit, hein. Ouais, bah, c'est vrai que j'ai essayé de voir au niveau du logiciel, on peut avoir des ronds, mais avoir que nos visages, ça aurait fait bizarre, on n'aurait pas le décor Ouais, ça derrière, fait bizarre. on n'aurait pas vu ta table de mixage, effectivement. Mais en tout cas, merci. Bon, t'as vu encore, comme on a dit à Julia la semaine dernière, c'est un grill gentil, hein. Ah oui, non, c'était. Non, non, je suis habitué à plus. Moi, j'ai Je me, un gilet pare-balles, moi, sur moi. je Et là, me c'est doute. vraiment des caresses, Séraphine. Voilà, merci beaucoup. Bah merci Séraphine. Donc effectivement, pendant que vous faisiez j'allais dire le portrait de Séraphine, oui c'est ça, j'allais dire le grill de Séraphine. Le portrait de Séraphine, effectivement, il y a Cécile Torres qui a bien confirmé qu'elle t'attendait donc à la librairie au Bonheur des Livres dans le Bonheur des 17e livres. arrondissement de voilà. Donc effectivement, J'y serai. eh ben avec grand plaisir, merci beaucoup. Gary Markov qui dit Romain avec son flair de policier a dû voir en Séraphine la fée ou la sorcière car à son contact il évoque immédiatement Harry Potter. Voilà, donc merci Gary. C'est plutôt la fée. Effectivement. Oh, la fée. Ou ma Enfin, ne sorcière fais pas. bien-aimée. Ah, à toi de Voilà, voir, c'est ça. Séraphine. C'est très bien. Bon, moi, elle sait pas bouger son nez, mais. Et il rajoute effectivement Gary, écrivain, c'est être acteur et scénariste tout à la fois. Donc, effectivement, d'accord avec Oui. toi, cher Romain. Voilà, bah écoute, Sonia, est-ce que tu veux rajouter quelque chose avant de terminer? Non, c'était un super live et franchement, c'est très intéressant et on a encore passé un très très bon moment. Eh ben écoute, merci à Merci, toi. moi aussi. Bah justement, Romain, qu'est-ce que tu veux dire pour terminer? On rappelle à tous ceux qui nous ont regardés que tu étais avec nous pour nous parler de ce livre Comment j'ai retrouvé Xavier Dupont de Ligonnès chez Albin Michel. Et puis bien entendu, ton actualité nouvelle, Ma vie sans moustache, toujours chez le même éditeur, ton enquête folle mais vraie sur les traces du dictateur, apparaître le 27 avril. Donc dans toutes les librairies à partir du 27. Qu'est-ce que tu as envie de dire à tous ceux qui nous ont regardés ou à nos deux acolytes Bah, qui sont en dessous? alors déjà, merci aux personnes qui nous ont regardés, qui nous ont supportés. Et supportés dans tous les sens du terme. Et j'ai l'impression d'être à la maison. Alors, effectivement, je suis à la maison, mais je veux dire,
chez vous. J'ai l'impression, dans votre émission et avec vous et chez vous, en voyant chez vous, ben, j'ai l'impression d'être chez moi. Je me sens super bien. Et c'est vrai qu'on aurait pu continuer encore des heures et des heures à parler. Et je m'engage à revenir prochainement, donc quand vous voudrez, pour parler d'autre chose, de quoi que ce soit, et de repasser au grill de Séraphine et, Volontiers. et celui de Sonia aussi. Et voilà, avec très grand plaisir. Merci beaucoup Florian, depuis notre rencontre à Saint-Chamas. Et moi, tu le sais, j'ai un grand cœur pour la région de Marseille, puisque là, vous êtes dans la région de Marseille, la Ciotat, Marseille et tout ça, puisque moi, c'est depuis mon enfance. Ma mère vit à Marseille, et donc Marseille, pour moi, c'est une histoire d'amour depuis l'enfance. Voilà. J'ai jamais vécu vraiment à Marseille, mais j'y étais tous les week-ends, puisque mon père et ma mère habitaient à Marseille, donc voilà, je connais très bien Marseille. Ouais. Et puis pour la petite anecdote, je confirme que ta maman danse très bien. Je sais pas si tu t'en souviens, mais effectivement, voilà. Florian Bon, danse avec ma mère dans les salons du livre. c'est ça. En tout cas, merci beaucoup. Je me suis régalé, une belle découverte. Bonne soirée l'équipe. Merci Romain. Voilà, donc encore une fois, merci pour tout Romain. On a passé un agréable moment. On rappelle, donc on peut te retrouver donc sur les réseaux sociaux, essentiellement Instagram. Donc pour ton compte auteur, suivre toute ton actualité livresque et tes péripéties dans les avions lors de tes voyages, c'est sur le compte auteur Instagram Romain Puertoles officiel. Et pour tout ce qui est, puisqu'on l'a vu que tu es aussi artiste et on peut commander des tableaux, compte artiste Instagram romainpuertolas.art. Voilà, donc encore une fois, merci. Et On peut également... Oui, Ouais, vas-y, j'en pardon prie. Florian, et on peut m'écrire, c'est moi qui tiens mes pages et je réponds toujours et je réponds à tout le monde. Je confirme. Et si vous avez cru voir les Gonesse, ça m'intéresse aussi, mais avec une photo, hein. Je prends plus de témoignages sans photo parce que comme ça au moins je vois direct si c'est bon ou pas. Parce que sans photo, on commence à se monter des films, machin, tout ça. À la fin, on perd des années pour rien. Donc dès Si que vous avez c'est... une photo, voilà, Voilà. on pourra Et dès que c'est parler. dès que c'est un gars avec des cheveux et des lunettes, c'est Xavier Dupont Ouais. de Ligonnès. Non, il Voilà. faut que ce soit Ligonnès, quoi, voilà. Il faut des gens qui soient un peu physionomistes. Moi, je connais les rides frontales les rides frontales de Ligonnès. Je connais son philtrum, je connais l'épaisseur de ses lèvres, les Ah lobes oui. d'oreille, etc. Voilà, on est à ce niveau-là. J'en demande pas autant, mais voilà, quand même, pas des mecs à lunettes, hein, qu'on aille un peu le niveau au-dessus, quoi. Exactement. Et ben en tout cas, merci à toi Romain. Donc on vous souhaite à tous Merci une bonne beaucoup. soirée et on rappelle effectivement qu'on se retrouve ce vendredi avec Alexis Lesquer pour son livre À couper le souffle aux éditions Michel Lafon. Là encore une fois, le roi du thriller, le roi du poker, on passera un agréable moment et on écoutera donc sa réponse à la question donc de Romain. Merci à tous, très bon, j'allais dire encore une fois très bon week-end, mais c'est parce que je suis en week-end demain, moi c'est pour ça. Donc très bonne fin de semaine, on se retrouve donc vendredi. Merci à tous et suivez Romain et lisez ses livres parce que ça vaut le coup. À bisous, à bientôt, Merci ciao ciao. beaucoup. Ciao. À très Soirée. vite.